Attention, 2 contre 1, 2 contre 1, Thierry. Pour un mec arrivé en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a des ballons à jouer, il y a 2 contre 1. Ça va être compliqué, mais bon, on va s'en sortir. Le 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau 2 contre 1 sur la chaîne du Club des 5. On est très content d'être avec vous, les socios. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, comme toujours dans le Club des 5, une pépite de la formation lyonnaise, internationale aussi, je pense, selon la composition du plateau de la plus grande sélection du monde. Monsieur Rachid Ghezzal est avec nous aujourd'hui. Salut Rachid. Salut à vous les gars. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très content de t'accueillir pour justement t'interroger, discuter avec toi aujourd'hui. Je le disais, un plateau très acquis au moins à la cause de la sélection. Monsieur Walid Acharchour, bien sûr, comme toujours, est là. Salut Sam, salut Rachid, salut Bilal. Très content d'être là. Très content de recevoir Rachid. Ça fait un moment qu'on travaille sur le dossier. Il s'est libéré, il est venu à Paris au bon moment. Donc je suis très content de faire cette discussion-là. Et je le disais, pour t'accompagner, un retour, un comeback. Ah oui, un comeback en sélection du Club des 5. Ça fait plaisir. Avec un très beau maillot. Monsieur Bilal Achartani est là. Salut Sam, salut Rachid, salut Walid. Ça va Bilou? Ça va, écoute, ça va, très content de revenir, très content d'être là. Et comme disait Walid, on va se replonger dans plein de beaux souvenirs foot et ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, superbe invité. T'as entendu international algérien, Club des 5, t'as dit c'est voilà, bingo, c'est bon. Forcément, je t'ai dit coche le nom, j'arrive. Donc, non, très cool. Plein de sujets intéressants qu'on va aborder. Donc, ravi d'être là. On sait que t'es à l'aise sur les 2 contre 1, Rachid, mais là, t'as vu, c'est physique quand même le 2 contre 1. Ça te rappelait les heures Première Ligue, ça va être des heures compliquées. Ça va être compliqué, mais bon, on va s'en sortir. Bon, comment ça va toi déjà? Parce qu'on sait que la saison vient de se terminer. T'as refait une saison de plus en Turquie à Rizespor, avec quelques blessures. Comment tu te sens déjà, toi? Comment t'as vécu cette nouvelle saison? Ouais, dans l'ensemble, ça a été une saison plutôt réussie de ma part. J'ai connu 1 ou 2 blessures, mais dans l'ensemble, ça a été. Je suis arrivé un peu à la traîne. Le championnat avait déjà repris, donc fallait combler ce manque physique au tout début. Mais après, j'ai retrouvé mon rythme. J'ai fait quelques belles prestations aussi. Dans l'ensemble, on fait une saison plutôt réussie, donc je suis content. 5e saison, c'est ça, en Turquie? 5e. Ouais, donc ça y est, tu commences à bien connaître le championnat. Tu suis toujours la Ligue 1? Ouais, toujours. Ouais. Ouais, bien sûr, toujours. En plus, dès qu'il y a un match de foot à la télé, généralement, je regarde. Mais je suis toujours le championnat de France. 5 saisons en Turquie, 4 ans à Beşiktaş. Mais ouais, toujours un amoureux du foot qui regarde un peu tout ce qui se passe en Europe, mais plus particulièrement en France. Et à l'OL, t'as suivi un peu la saison aussi? Ouais, beaucoup. Ouais. Les remous des derniers mois? Ouais, c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières saisons même, c'est assez mouvementé. Donc dès que je peux, je regarde les matchs, quand on joue pas en même temps. Mais je suis ça de très près. J'ai encore de beaux contacts à l'intérieur du club avec qui j'ai gardé contact, justement. Et je les suis beaucoup. Ouais, on a vu notamment le dernier match d'Alex Lacazette pour finir. On va retracer un petit peu ta carrière comme toujours dans ces discussions, mais c'est vrai qu'on voulait parler de Lyon parce que, je le disais, Lacazette qui a fait ses adieux il y a quelques semaines, c'est ta génération, toi justement. Ouais, Alex Lacazette, Tolisso qui est encore là, Nabil Fekir qui est parti il y a quelques années. Aujourd'hui, tu as quasiment 33 ans, je crois. 33. Avec du recul, quand tu te rappelles justement vos heures tous ensemble à la formation, j'imagine que c'est que des bons souvenirs et tu te dis aussi que c'est de là d'où tout est parti, quoi. Ouais, bien sûr, j'ai que des bons souvenirs de ma formation. C'est vrai que j'ai des souvenirs aussi, c'était très dur parce que la formation... C'était l'élite. Hein, ouais, bien sûr, et vraiment on a ça parce que on se souvient de tous ceux qui réussissent quelque part, mais il y en a beaucoup qui réussissent pas aussi, qui ont grandi, avec qui on a gardé contact ou pas forcément. Mais c'était vraiment où chaque année, allez, on va dire de 12 à 15 ans, c'est vraiment chaque année ou chaque fin de saison où tu passes en entretien pour savoir si tu fais l'année d'après. Et c'est vers 16-17 ans où tu commences à avoir les premiers contrats. Donc tu sais plus ou moins, tu sais pas que tu vas être pro encore, mais tu sais plus ou moins que tu as une sécurité de 2 ans, voire 3 ans, où tu sais que tu vas pouvoir prouver. Mais c'est vrai que... Et après, tous se retrouver en équipe première où vraiment là, tu sais que tu es pro et que tu joues, ça a été un moment incroyable, je pense, pour nous tous. C'est vraiment un sentiment particulier de pouvoir jouer dans le club déjà de ta ville, mais aussi dans le club qui t'a formé. Puis au plus haut niveau, parce qu'on a réussi à faire aussi des compétitions européennes et tout ça. Et je crois que je me rappelle, il y a une époque où sur le 11 titulaire, on était peut-être 8 ou 9 pas loin, issus du centre de formation. Donc c'est aussi
bien pour le club aussi, ça montre aussi le travail qui a été fait. Mais j'en garde que des bons souvenirs. Ça fait partie de tes plus belles années de foot à ce moment-là, parce que nous, le grand public, t'as un peu perdu de vue, vu que t'es parti en Turquie, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est là où on t'a véritablement découvert, cette épopée en Ligue Europa, notamment jusqu'à l'Ajax. Toi, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que parfois vous discutez avec les gars de cette époque-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, personnellement, ça a été l'une des plus belles années de ma carrière, parce que c'est vrai que ça a été une période assez courte au final, parce qu'après, il y a l'histoire de la renégociation qui se passe un peu mal avec le club, où du coup je pars, un peu à contre-cœur. Mais c'est vrai que le moment où ça coïncide avec quand Genesio reprend l'équipe, qui lui aussi est lyonnais, qui lui aussi nous connaît, il nous avait tous connus avec le groupe Pro 2, que c'est Claude Puel qui l'avait formé. Donc ça a été quelque part le mec idéal au bon moment en fait, et on fait un parcours exceptionnel. On revient, on finit 2e devant Monaco, alors que quand il prend l'équipe, on était 10e au championnat à la trêve. Vous jouez le titre même en 2015-2016, 2014-2015. 2014. Mais lui, il n'est pas encore vraiment présent. Il arrive c'est avec Hubert Fournier où c'est un peu mis sur le compliqué. Je suis un peu mis à l'écart. Mais même ces années-là, au final, avec le recul, quand même avec tout le groupe, avec le recul, c'est peut-être même en passant par ce moment-là avec Hubert Fournier où vraiment tu manges ton pain noir et tu apprends à être patient en fait, à travailler et à attendre ton heure. Je pense que c'est ce petit moment on va dire de galère que j'ai où tu vois tout le monde, tous tes potes qui jouent, qui s'éclatent et tout, et toi t'es un peu à l'écart, qui m'ont permis au moment où j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer, pouvoir m'exprimer. Il y a Bruno Genesio qui me repositionne côté droit. Ça a été un déclic et franchement ça a marché, ça a matché tout de suite. C'est un peu une remontada pour toi à ce moment-là, parce que nous à l'époque on était beaucoup plus jeunes, on avait nos affinités avec chacun, on s'est pris Fekir en pleine tête, Lacazette un peu avant parce qu'il était déjà avec la génération quand ils font des parcours européens, Tolisso, et toi tu arrives un petit peu par la petite porte à ce moment-là. Comment t'étais vu à la formation par rapport à ces mecs qui étaient programmés pour arriver très très haut? Est-ce que ça a été plus dur pour toi? Je sais pas, mais c'est vrai que même mon parcours en jeune, ça a toujours été plus ou moins ça. J'ai toujours joué au final, que ce soit en jeune ou après, j'ai toujours eu l'étiquette du le petit rebeu gaucher, il nous fait penser à Ben Arfa, il aime bien dribbler, il aime bien faire ci, il aime bien faire ça. Mais au final, en jeune, je fais pas de sélection en équipe de France. Alors que quand tu regardes ta génération, tu vois ceux qui jouent, après tu les affrontes des fois en match, en tournoi et tout ça et tout, tu te dis pourquoi j'y vais pas des fois et tout ça. Mais au final non, parce que c'est Rémi Garde qui me lance, et il me lance limite un peu avant tout le monde, beaucoup avant Tolisso, avant Fekir. Dans l'équipe, je crois, il n'y a que Umtiti et Lacazette qui est en poste, qui sont déjà en place. Après, j'ai une petite blessure, Rémi Garde part, il y a Hubert Fournier qui vient. Et là, c'est là où c'est encore plus frustrant parce que j'ai goûté au monde pro et tout ça, au match de Ligue 1 et tout. Et après, c'est là où je dois comme je l'ai dit, manger mon pain noir un petit peu, attendre, revenir au bon moment. Mais j'en garde que des bons souvenirs parce que ça a été exceptionnel. Parce qu'il y a ce petit moment-là en fait, de la génération 92 qui est lancée sous Rémi Garde. Je me souviens à l'époque en 4-3-3, toi tu jouais sur le côté gauche. Ouais, t'as une grosse blessure au dos, si je dis pas de bêtises, non, qui te freine cette année-là, qui ralentit le truc, et t'as la génération d'après qui arrive avec Fekir et tout, qui prennent un peu, j'ai l'impression, le devant de la scène en fait. Et 4-4 de Lausanne en plus, Hubert Fournier. Ouais, changement de système. Donc il n'y a plus d'ailier déjà avec Fournier. Ouais, c'est vrai, il jouait avec Lacazette, Fekir devant, puis en plus il fait une saison exceptionnelle. Mais t'as joué des petits matchs quand même sous Fournier cette année-là, en 10 quand Gourcuff se blessait, parce que c'était Gourcuff qui se blessait, Fekir qui pouvait aussi jouer en numéro 10, je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, c'était Ouattara devant qui pouvait aussi. Il y avait Clinton Ng qui jouait un petit peu. Exactement. T'as joué, moi j'avais le souvenir qu'en 10, dans ce 4-4 de Losange, pas énormément, mais on t'avait vu un peu, mais c'est après, derrière, que tu décolles vraiment avec Fekir qui se fait la grosse blessure, le changement de système avec
avec Genesio. Et là, à ce moment-là, vous faites quand même la Roma, le Beşiktaş. Oui, il y a l'arrivée au Parc OL aussi, moi je me souviens, où tu étais buteur contre 3. C'est ça. Parce qu'en janvier, tout s'enchaîne en fait. C'est comme s'il y a un déclic où tu as Genesio qui prend l'équipe en main. C'est le fameux électrochoc dont on parle souvent. Exactement. Et puis tu le sens dès les premiers matchs, les premiers entraînements, tu sens que c'est ton moment, que tout ce que tu vas faire va réussir. Et il y a très peu de moments comme ça, des fois, dans une carrière où t'as plus envie qu'il s'arrête. Tu vois, t'es là, tout réussit, tu sens que c'est le bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. Il prend l'équipe en janvier, on change, on a l'inauguration du nouveau stade, on a la Coupe d'Europe. Et puis, franchement, comme je l'ai dit, au final, avec le recul, c'est peut-être l'un des meilleurs coachs avec qui j'ai travaillé. Ah ouais? Parce qu'il y avait vraiment... En fait, il y a très peu de moments dans une carrière où, je parle pour moi, hein, où tu sens quand tu rentres sur le terrain, mais tu sais exactement ce que tu as à faire, où sont tes partenaires, tu sens qu'il y a un vrai élan offensif, que tout fonctionne en fait. Et c'est avec Genesio où j'ai le plus ressenti ça. Je me rappelle, on jouait contre des équipes, même des fois à la fin les joueurs venaient, ils me disaient franchement, c'est impressionnant ce que vous faites, le contre-pressing, la possession, l'élan offensif que vous mettez à chaque fois et tout. Et tu prends beaucoup de plaisir. Tu prends beaucoup de plaisir quand tu es joueur offensif comme ça. Tu joues avec tes potes avec qui tu es formé. Toi, t'es pas surpris de la carrière de Genesio en Ligue 1? Parce que moi, je faisais partie aussi de ceux qui étaient parfois frustrés, mais un peu après toi. Hein. Notamment quand il y avait Fekir, Ferland Mendy, il y avait Ndombele, Aouar, où je trouvais que dans le jeu, parfois, on était un peu lésé par rapport à la qualité individuelle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Genesio sur sa qualité de management. Moi, j'ai beaucoup de retours de joueurs qui kiffent comme toi Genesio par rapport à la mise en valeur de l'individualité, du côté humain. Toi, tu peux nous en parler? Et toi, qu'est-ce qui vraiment fait que c'est l'un de tes meilleurs coachs, en fait? Ouais, il y a ça. Déjà, on avait une relation très proche parce que déjà, comme je l'ai dit, on l'a connu déjà avant, en jeune. Donc, quand c'est ton coach en jeune, en CFA et tout ça et tout. Après, quand tu arrives, il est coach adjoint. Quand tu arrives dans un groupe pro, le coach adjoint, tu as toujours une relation plus proche du coach adjoint que du coach. Mais même sur les séances d'entraînement et tout ça et tout, je me rappelle, c'était exceptionnel. Parce que déjà en jeune, quand on est en groupe pro 2 et tout ça et tout, tu sens que tu progresses, tu sens que c'est kiffant ce que tu fais. Et pour dire, souvent, quand tu montais en pro, tu n'avais pas ce décalage... que beaucoup des fois il y a, que quand le jeune, tu vois direct, putain, c'est taper le jeune, c'est sûr, on va perdre le petit jeu et tout ça et tout. Non, vraiment, quand on montait chez les jeunes, on avait ce truc, on accrochait direct, on était direct au niveau. Mais ouais, franchement, humainement, c'est quelqu'un de top. Il est proche de ses joueurs et tout ça. Mais pour moi, Lyon s'est séparé trop tôt de lui au moment où il part. D'ailleurs, après, ils ont un petit peu galéré sur les coachs qui le remplacent. Mais à l'époque, je pense que le président, il cède un petit peu à la pression des supporters. Il y a cette demi-finale, alors toi, tu étais déjà à Monaco, je crois, si j'ai mis deux en Coupe de France contre Rennes qui est perdue. Ouais. La même année, il y a la finale de l'Europa League au Groupama Stadium où Lyon se fait éliminer en quart ou en 8e contre Moscou, je crois. Ouais, c'était en 8e. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, beaucoup demandent sa tête, mais on voit avec le recul que finalement, Bruno Genesio, dans un vestiaire, c'est plutôt un atout, on a l'impression. Ouais, bien sûr. Puis, en plus, en France, il s'est construit, je pense, une belle petite cote aujourd'hui. Il fait partie des entraîneurs français les mieux cotés. Mais j'en garde vraiment des bons souvenirs. C'est intéressant ce que tu dis, Rachid, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de cantonner Genesio au management, au rapport avec les joueurs. Toi, tu sembles dire que sur sa méthode, il y a une vraie valeur ajoutée. Moi, c'est vraiment d'éducateur, de progression personnelle. Ouais, je pense vraiment au ballon. Hein. C'est quoi exactement qui t'a marqué le plus? Est-ce que c'est sur la progression individuelle? Est-ce que c'est sur les mises en place tactiques? Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser, entre guillemets? Ouais, en fait, on parle le même football, je trouve, tu vois. Vraiment, sur ses causeries, sur ses entraînements, sur la façon de préparer les matchs, même tactiquement, je l'ai trouvé... tu sais, il n'y a pas grand-chose d'inventé, c'est simple et concis. Et moi, ça me parlait vraiment. Et comme je le dis, sur le terrain, j'avais vraiment le sentiment, et pas qu'individuellement, mais vraiment en termes d'équipe, quand il prend l'équipe en place, je trouve qu'on fait... parce que au niveau de la confiance, à ce moment-là, l'équipe, on est... je crois que t'es 9e ou... On est 6e, on vient de perdre contre Gazélec d'Ajaccio à l'extérieur.
Là, on savait plus faire une passe à l'entraînement. Ouais. C'est quand la confiance allait au plus bas et tout. Ah, c'est compliqué. Et puis il revient, donc il a cet aspect-là. Et puis lui, au final, il a rien fait au haut niveau. Il est tout jeune. Donc il a aussi tout à apprendre lui aussi de son côté au niveau du management, au niveau de tout. Mais moi, je parle juste déjà au niveau ballon. Tu sais, il nous a remis plus ou moins les joueurs forts à leur poste, instauré une concurrence saine. Que malgré que tu sois, des fois, on sait, un joueur qui a une grande carrière, qui a un gros salaire, si tu n'as pas l'apport qu'il faut, tu vas t'asseoir. À un moment donné, sur le banc, il y avait des gars comme Valbuena, comme Clément Grenier, comme Nabil qui revenait de blessure, mais qui avait été international français. Et il a su le faire, tu vois. Il y a une forme de justice, de clarté dans la méthode. Après, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on sait tous que dans le foot, voilà, il y en a qui doivent jouer, mais bon. Mais ça a été ça, en tout cas. Puis au final, il a eu les résultats à ce moment-là. Après, c'est vrai que ça... On sait que dans le foot, il faut aussi du concret. Il faut des stats, il faut des trophées, il faut gagner des titres. Et c'est ce qui nous a manqué. C'était qui le plus fort? Parce que là, on va parler vrai. Moi, je veux avoir ta réponse. C'était qui le plus fort de cette génération? C'était qui le mec qui, à l'entraînement, en match, nous, on a chacun notre avis, mais j'ai envie d'avoir le tien. Il y a Lacazette qui a le plus marqué les esprits. Oui, bien sûr, mais je veux avoir ton avis là-dessus. Mais parce que Tolisso il est parti au Bayern derrière, Lacazette il est parti à Arsenal, Fekir aurait pu partir à Liverpool sans sa blessure. Nous, il nous a traumatisés avant sa blessure. N'oublions pas Big Sam, qui est aussi Samuel Umtiti. Sam, pour moi, c'est le meilleur défenseur central avec qui j'ai joué. Ouais. De toute ta carrière? Ouais. Déjà, même en jeune, comment il était fort. Individuellement, 1 contre 1, c'était trop dur à le passer. Et puis, sa qualité de relance. Tu vois, balle au pied, tout ça et tout. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des postes où c'est le plus dur à trouver. Quelqu'un qui est solide défensivement, qui fait le taf, qui est rapide et qui, avec le ballon, qui sait jouer avec le ballon. Et Sam, à cette époque-là, c'était un monstre. C'était l'un des plus forts. Et Nabil, après, offensivement, Nabil, balle au pied, c'était quelque chose. Après, avec Lacazette, c'est l'un des joueurs avec qui j'ai eu l'une des meilleures relations sur le terrain. On se trouvait, mais sans se parler, sans se regarder, on se trouvait très bien, on s'entendait très bien sur le terrain, malgré qu'on ne soit pas les meilleurs amis du monde et tout, on s'entend très bien, même en dehors. Hein. On a nos enfants dans la même école et tout, mais sur le terrain, on avait une relation qui marchait grave. Les yeux fermés. Ouais, mais individuellement, Nabil, c'était... Ouais, c'était costaud. C'était quoi? C'est l'explosivité, le centre de gravité un peu bas. Petit, trapu, qui résiste au duel, qui va te décocher une grosse frappe dans la lucarne et tout, c'était... Et lui, sa trajectoire, vu qu'il avait été il avait été viré du centre de formation à un moment donné. Ouais, il est parti du centre de formation. Il est revenu, il a pété sur le tas. C'est quoi, vous le prenez comme nous, comme une comète, ou toi tu savais, vu qu'en plus dans la région lyonnaise ça parle un peu, peut-être que t'es surpris toi à ce moment-là de son niveau, de la saison qu'il fait là sous Fournier? Non, pas surpris, mais tu dis putain, il revient de loin quand même. Tu dis, il revient de loin parce qu'il est viré, il le rappelle. Puis même quand il te rappelle à 18 ans. Mais pareil, à ce moment-là, tu sais pas que tu vas jouer en pro et tout s'enchaîne très rapidement. T'as plein de joueurs très jeunes du même profil qui étaient un peu devant, les Benzia. Benzia, t'avais Belfodil, t'avais du monde. C'était pas le joueur dont on parlait le plus. Non, il y avait du monde, Mais pas surpris du tout. Non, Nabil, pas surpris du tout. Presque déçu peut-être de se dire... avec 1 ou 2 blessures, ça a vraiment ralenti le processus. On rappelle qu'à un moment donné, justement, le moment où il se blesse, Deschamps est quasiment en train de composer une équipe autour de lui et de Karim Benzema. Donc, il y a cette idée où on se dit toujours, Fekir, ça aurait pu être vraiment très, 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 très haut à ce moment-là, en 2015 notamment. Ouais. Parce après, Nabil, c'est dommage, parce que pareil... Ce serait bien qu'il vienne d'ailleurs pour en parler. Si c'est toi qui lance l'invitation, il est le bienvenu. Hein. Mais ouais, il a sa blessure, puis même, je trouve qu'il revient après sa blessure. Il revient quand justement quand Genesio lui donne les clés du camion, le brassard de capitaine, il est exceptionnel. À ce moment-là, il est exceptionnel. On a son transfert à Liverpool qui se passe pas bien. Au final, on sait pas vraiment c'est quoi les vraies raisons. Est-ce que c'est sa blessure, la visite médicale? Est-ce que c'est les agents? On ne sait pas vraiment les trucs. Et c'est dommage. Et à ce moment-là, il reste un peu à Lyon. Peut-être qu'il fait l'année de trop. Après, il se retrouve à signer au Betis. Mais à ce moment-là, tout le monde rêvait de meilleur pour Nabil. Bien sûr. Parce que même au Betis, il les a choqués. Hein. Ah oui, une légende. Ouais, c'est une légende du Betis. Et on a un peu le même regret avec Oussem, où tu sens qu'il fait peut-être l'année de trop
à Lyon où il est très bon aussi, je crois, un an après Nabil ou la même année. Au Final 8. Ouais, il est exceptionnel. Et là, pareil, on entend City, on entend machin, et au final, il reste. Et après, c'est plus le même élan, il n'y a plus le même engouement, et c'est dommage. Comment tu l'expliques? Alors bon, tu parlais de Samu Umtiti, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il est au Barça, on dit que c'est potentiellement le meilleur joueur, le meilleur défenseur du monde. T'as Tolisso qui a eu des très bons moments, Lacazette aussi, mais comment t'expliques que toutes ces pépites-là, elles soient jamais allées plus haut? Parce que moi, je vais mettre les pieds dans le plat. D'un point de vue observateur, on se dit toujours, la formation lyonnaise, c'est une pépinière, mais on est quand même un peu déçu de la trajectoire de tout le monde à la fin. Tout a compris, hein, d'ailleurs. Ouais. On se dit, on vous imaginait un peu plus haut parce que vous étiez vraiment, entre guillemets, l'élite de la Ligue 1. Après, il y a les blessures qui... C'est ça, il est champion du monde et il a des choses qui entrent en jeu. Mais c'est vrai que... C'est marrant, sur tous les exemples que tu as cités, il y a toujours des blessures récurrentes, il y a toujours des pépins physiques. Aouar, sur la fin, c'était compliqué d'un point de vue physique. Nabil, quoi qu'on en dise, il y a eu un avant et un après grosse blessure, et puis il y a eu aussi la pression internationale, les sélections, etc. Il a été très exposé. C'est quoi? Est-ce qu'il y a le cocon lyonnais et à un moment on arrive peut-être à un niveau de pression, un niveau d'exigence qui fait que ça devient compliqué au niveau physique? Mais il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu pour que tu passes du très bon joueur qui peut exploser à le devenir vraiment. L'entourage, l'environnement aussi au sein du club dans lequel tu es au moment où tu y es. Mais ouais, parce que déjà juste pour moi, mon idée c'est de prolonger parce que je suis en plein kiff. Je suis avec un coach que je kiffe. Je joue. J'ai mes potes autour de moi. Je suis dans ma ville. Moi, je veux prolonger. Il n'y a pas de raison de partir. Ça se fait pas pour plein de raisons. Au final, tu pars. Tu signes à Monaco qui est champion en titre. Donc au final, c'est quelque chose de top, tu vois. Mais à contre-cœur, donc aussi après là-bas, tu pars. Et pourquoi ça se fait pas, Rachid? Des négociations qui tournent un peu en rond. Parce qu'on parle vrai ici. Hein. Ouais. On dit les choses. Non, ouais, c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Et je me rappelle de la communication d'Olas qui avait dit un jour, faut que Rachid il arrête ses conneries, qu'il signe, etc. Il y avait eu un peu une pression, il y avait eu un petit Gezalgate à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une histoire d'oseille? C'est une histoire de respect, de considération? Ouais, c'est une histoire de chiffres au début. Bah après, chacun est dans son rôle. Hein. Le club, le joueur, c'est dans un rôle de négociation classique comme il y a de partout. Le président qui fait un petit peu la pression pour vite que je signe, en jouant avec les supporters. Tu commences la saison, tu es un peu à la cave. Mais ça fait partie du foot, on le sait. Et au final, on tombe d'accord sur les chiffres, tard. Et après, des trucs de commission d'agents qui ne se mettent pas d'accord et tout ça et tout. Et au final, parce que moi, le dernier appel que j'ai avec le coach, je suis en vacances et je lui dis, ouais, c'est bon, normalement, on est d'accord et tout. Il me dit, bon, allez, ok. Et puis au final, ça se fait pas. Et après, il signe Bertrand Traoré. Donc là, j'ai compris tout de suite que ça allait plus se faire. Et du coup, tu te retrouves à Shintar même. Hein. Puisqu'après, pareil, j'ai des clubs de première ligue qui arrivent et tout ça et tout. Mais c'est pas ce que je veux. J'ai Everton et tout. Donc aujourd'hui, quand tu vois sur le papier, tu te dis Everton, tu te dis ouais, bien et tout. Mais c'est pas ce que je voulais. Pour moi, je pars pas de Libre-Lyon. Je pars pas de Lyon en étant joueur libre pour aller signer à Everton ou juste pour une question d'argent, quoi que ce soit, tu vois. Donc j'attends le projet qui me vient, qui me convient le mieux par rapport à ce que je voulais au départ. Et là, je reste en France, je signe à Monaco, champion de France. Choix du coach, c'est Jardim qui me veut. Donc de là, je dis ok, on continue, on va de l'avant. Juste pour essayer de se repérer, t'as un contrat très faible à Lyon à ce moment-là? Ouais. C'est quoi un contrat faible? Je touche peut-être... j'avais un contrat à 20 000 euros brut par mois. Et sur la dernière année, je passe à 40 ou 45. Mais parce que c'était une clause qu'il y avait dans mon contrat à 20 000. Si je faisais un nombre de matchs, ça passait à 45. Alors que tu es titulaire à Lyon à ce moment-là? Je suis titulaire. Et tu viens de faire demi-finale d'Europa League. Ouais. Donc en gros, c'est plutôt cohérent de se dire, moi, à ce moment-là, je veux faire ma bascule financière. Ouais, surtout que j'ai plus 22 ans à ce moment-là. J'arrive à 25, 26 ans. Donc, et puis surtout, un an avant, sous Hubert Fournier, tout ça, quand moi, je suis en train d'attendre mon tour, t'as Jordan Ferry, t'as Tolisso, t'as tous ceux-là qui re-signent parce qu'ils ont joué et qui re-signent bien, tu vois. Ouais, parce que quand on voit les salaires à l'OL, c'est les salaires qui sont plutôt haut de tableau de Ligue 1.
Ce que tu nous dis, c'est plutôt une équipe de bas de tableau, moyen de tableau, en termes de cap de salaire. Donc, pas loin de Ligue 2. T'étais légitime aussi à demander un peu plus. Donc je me dis, attends, mes potes, ils ont re-signé 1 an avant moi, 6 mois avant moi, ils sont... T'as l'impression d'avoir le train trop tard, quoi. Et c'est intéressant parce que tu parlais aussi de l'impact que ça a eu sur ta fin d'histoire avec Lyon, finalement sur quasiment 6 mois. Ça a l'air aussi d'avoir beaucoup impacté les choses. On se rappelle que Genesio aussi avait pris la parole dessus. Il disait que ça l'embêtait, cette prolongation qui n'arrivait pas et tout. Toi, ça a vraiment gâché en fait tes 6 derniers mois là-bas sur le sportif aussi. Ouais, bien sûr. Puis même ta relation après avec les supporters et tout ça et tout, forcément, elle est un peu tachée par rapport à ça. Tu passes pour le gars, il part libre de son club formateur, il prend de l'argent. On l'a formé, il part comme un bandit. Il voulait demander le salaire à je sais pas qui, alors que c'était pas vrai. Mais bon, après, comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. T'en as un peu voulu aux dirigeants à ce moment-là, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est un cocon, Lyon, notamment pour vous qui avez tous grandi là-bas, été formés là-bas. Donc et quand on connaît Aulas, on sait qu'il a un peu ce côté un peu le padré aussi, quoi. Donc est-ce que toi, que ça tourne dans ce sens-là, ça t'a un peu déçu Franchement, non. Pas du tout. Après, même moi, j'en ai plus voulu à moi au final, parce que j'aurais peut-être fait les choses différemment, en termes d'entourage, en termes de tout ce qu'on veut. Voilà. T'as des regrets sur cette non-prolongation ? T'aurais fait autrement aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. T'aurais fait quoi ? J'aurais trouvé un moyen de prolonger. J'aurais trouvé le moyen de prolonger, parce qu'après, je pars dans des années où je galère un petit peu. Je signe à Monaco, mais je démarre super bien. Mais après... Pareil, tu sais pas, Monaco, la façon de travailler, elle est totalement différente de l'Olympique Lyonnais. Là-bas, c'est plus, je vais pas dire une usine, mais ils sont vraiment dans business. Du trading. C'est business. Voilà. Peut-être 40 Tu joueurs viens, par on veut te faire jouer, on veut te revendre. Tandis que Lyon, t'es plus dans un cocon, comme tu l'as dit. Il y a plus un truc du centre de formation. On aime bien faire jouer les gens. Un peu comme Barcelone, tu vois, mais en France, avec l'identité forte lyonnaise. Qui est d'ailleurs compliqué pour les joueurs qui ne sont pas lyonnais, qui viennent jouer. C'est très compliqué pour eux, parce qu'ils ont du mal justement à s'adapter à ce truc. Ils sentent que l'identité du club, elle est forte, et des fois, ça passe mal avec eux, et je le comprends, tu vois. Mais pour revenir, voilà, je signe à Monaco, on te fait comprendre que on s'en fout, on veut que tu joues, on veut te revendre, on veut te machin. Après, je trouve, je fais une saison mitigée. En plus, à ce moment-là, à Chine, ça commence super bien. Après, je sais quelle raison, jusqu'à aujourd'hui, le coach décide un peu de me... Jardim ? Ouais. Qui te voulait ? Ouais. Pour remplacer à ce moment-là Bernardo Silva. T'as des contacts à ce moment-là avec Jardim. Quand tu signes, il te dit, moi, c'est... Choix du coach. Ok. Choix du coach parce qu'ils ont perdu Bernardo Silva. Ils sont en train de perdre Kylian qui va pour signer au PSG. Ils ont perdu Benjamin Mendy. Ils ont perdu... bref, tous ceux qui faisaient la saison d'avant, là. Où ils ont gagné le titre. Ouais, où ils gagnent le titre. Et même là-bas, je signe tard. Parce que pour moi, j'ai pas prolongé à Lyon, je savais même plus quoi faire. Et t'as ce que tu veux financièrement quand t'arrives à Monaco ? C'est plus que ce que tu demandais à Lyon en Roval ou pas ? Est-ce que t'es content financièrement déjà ? Financièrement, ouais, je suis content, mais pas un truc de ouf, quoi. Pas beaucoup plus. L'arrivée, elle est compliquée parce que tu dis non seulement tu arrives, tu n'as pas de repères, c'est pas forcément ce que tu voulais ou c'est pas ce que tu attendais. Et en plus, tu arrives dans une équipe qui vient de gagner et qui donc a aussi une pression supplémentaire. C'est toujours dur les années d'après quand tu remplaces des noms qui ont aussi. Il y a l'histoire Mbappé qui ont fait l'histoire un peu là-bas. Bernardo, on sait qu'il y a un affect avec les supporters qui est très fort. Toi, tu arrives, ça se passe comment ? Est-ce que l'intégration est facile ? Avec les joueurs, ouais, c'est cool. Mais comme tu l'as dit, l'environnement. Puis il y a tout en plus. J'arrive tard, donc encore pas de prépa. Ils font le trophée des champions contre le PSG, je sais plus où. Et là, le coach, il se rend compte qu'il a besoin d'un ailier droit. Il sait que je suis libre et j'avais plus ou moins fait des bons matchs contre Monaco quand j'étais à Lyon, donc il me veut. Je suis un choix du coach. Donc là, moi déjà, c'est un déclic pour moi. C'est super important. J'y vais, mais comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de changements. Il y en a encore au mercato, sur la fin du mercato, avec Kylian qui doit signer au PSG. T'es champion de France, donc il y a beaucoup d'attentes. Et il y a aussi, après ça c'est la vie privée, mais t'as la naissance de ma fille qui se passe dans des conditions très compliquées. C'était notre premier enfant. Et puis, moi, c'est la première fois qu'on quittait Lyon. Bon, après ça va, c'est pour Monaco, il y a pire.
Mais, et tu l'as dit, Lyon, c'est un cocon très marqué. L'adaptation très difficile, et malgré ça, c'est là où je joue, dans ma période à Monaco, c'est là où je suis le meilleur, au tout début. Et puis arrive la trêve internationale, je crois, de septembre, où je pars avec la sélection, je reviens et je sens le coach, il a changé de comportement avec moi, et on joue à Lyon. Le premier match après la trêve, on a le match à Lyon. Et il me prend pas dans l'équipe, carrément. Dans le groupe. Il me prend pas dans le groupe. Donc il me gâche aussi mon retour à Lyon. Et pas spécialement. Il fait jouer qui à cette époque à ta place Il y a Keita Baldé, non? À ce moment-là, il y a Keita Baldé. Et puis aussi ça aussi qui a joué en ma défaveur. Il y a Ronny Lopez qui fait une saison où il marche sur l'eau. Ouais. Il a fait une saison, je crois, en Ligue 1. Espèce de faux ailier. Il joue à mon poste et il fait une saison exceptionnelle. Il marque je sais pas combien de buts et tout ça et tout. Donc pareil, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois sur le banc, tu essaies d'être bon à l'entraînement et t'attends ton tour. Parce que qu'est-ce que tu veux revendiquer? Celui qui joue à ta place, il est bon. Donc t'attends. Et il fait une super saison. Donc je suis un peu aussi sur le banc. Ça se passe pas très bien avec le coach. On n'a pas vraiment d'affection particulière. Et je suis un joueur aussi qui a besoin de ça. Ouais. Qui a besoin de partager quelque chose avec les joueurs, avec le coach, sentir de la confiance pour en donner sur le terrain et tout ça et tout. C'est qu'avec toi ou c'est général? Parce qu'on a eu le sentiment, nous, de l'extérieur, que Jardim a pris le titre au fur et à mesure du temps, a perdu son vestiaire au point de se faire virer, je crois, en 2019. Il s'est fait virer deux fois. Deux fois. Et Henry est revenu, après il revient et il se refait virer. Mais est-ce que toi, tu sens, quand tu arrives à ce moment-là, qu'avec tous les départs dans le groupe, le coach qu'on t'a peut-être vendu très proche de ses joueurs, c'est pas du tout le cas? Je sais pas. Après, même pour lui, ça doit être compliqué. Il vient de gagner un titre avec des super joueurs. Il en perd plus de la moitié. Il doit refaire avec des nouveaux et tout ça. Donc, au début, ça se passait plutôt bien. Et puis, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, je sais pas vraiment pour quelle raison. Jamais eu d'explication avec lui? Non. J'ai été lui demander. Il m'en a pas vraiment donné clairement. Et je le sens en plus, le truc. Parce que je le sens que son comportement, il change. La semaine d'entraînement, avant le match contre Lyon, justement. Ouais. Je dis, coach, je peux vous voir? Parce que moi, quand ça va pas direct, je vais demander des explications. Et je vais le voir, je lui dis, tout va bien entre nous, je sens que vous êtes bizarre depuis que je suis rentré de sélection déjà. Et là, il me dit, non, ça va, toi tu joues. En gros, je sais pas, il me fait comprendre, tu fais ce que tu veux sur le terrain. Je sais pas, vraiment, je sais pas jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis, ok. Toi, t'as le sentiment, après, je sais pas si t'as moyen concrètement de le dire, mais est-ce que t'as le sentiment que la stratégie un peu de Monaco à l'époque, d'achat-revente, ça a pu jouer sur des choix en cours de saison? Il y a pas mal de joueurs de cette époque-là qui se plaignaient un peu des fois de choix où tu comprenais pas trop. Est-ce qu'on met un joueur pour après faire augmenter sa cote? Est-ce qu'à un moment donné, c'est aussi le business qui a pris peut-être un peu le dessus sur le projet? Je sais pas, après, je pense que ce serait chercher des excuses mais aussi. T'avais pas Comme je l'ai dit, celui qui joue à mon poste, il n'était pas meilleur que moi, mais il faisait des meilleurs matchs à ce moment-là. Il était bon. Quand on lui a donné sa chance, il l'a saisi, il était bon. Donc à un moment donné... T'attends ton tour, quoi, tu vois. Et après, derrière, donc, tu vas à Leicester. Est-ce que, parce que on va pas rentrer dans tous les détails des clubs et de ce que tu as fait, mais globalement, cette période-là, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que le Ghezzal qu'on a vu en Ligue Europa, il n'a pas réussi à tirer véritablement la quintessence de son niveau sur la durée. Et dans des clubs, entre guillemets, plus huppé, même si, attention, Lyon c'était extraordinaire, mais tu vas à Monaco qui est champion, Leicester qui était champion 2 ans avant, notamment, et puis en plus tu remplaces des joueurs comme Bernardo Silva, Mahrez dans un deuxième temps à Leicester. Moi je me rappelle, on en rigolait souvent avec les gars en disant purée, ils ont voulu reprendre un rebeu derrière Riyad Mahrez en se disant ça va être la même chose que Riyad Mahrez, la même chose avec Nampalys Mendy et N'Golo Kanté en faisant du mimétisme, sauf que c'était pas les mêmes joueurs. Est-ce que à ce moment-là tu te dis bon, en termes de niveau, là le cap il est en fait en termes de responsabilité, ce qu'on me demande il est trop haut, quoi. C'est ça ou c'est autre chose? Je sais pas, mais en tout cas toi tu vas pour le challenge. Moi j'y vais. Je me dis oui direct. Je viens de faire une saison mitigée à Monaco et on m'appelle, on me dit ouais, il y a Leicester qui te veut en première ligue. Pareil, t'es un choix du coach. Claude Puel à ce moment-là, il te veut. Et moi je l'ai au téléphone, il me dit ouais, je te veux, je sais exactement ce que je veux faire de toi, voilà. Et puis il a été bien parce qu'il me dit direct. Hein. Déjà il me dit tu choisis pas le même numéro que Riyad. Je lui level combien? 26. Ouais. Il me dit tu prends pas le 20 parce que justement il essaye un peu de me décharger de ça, tu vois. Il me dit voilà, pareil, rebeu, algérien, gaucher. T'es le remplaçant de Riyad en sélection en plus à ce moment-là. Donc il me dit
En gros, voilà, il veut m'enlever le plus de poids possible. Mais la comparaison, elle est vite faite. Ouais. Mais le challenge, pour moi, il est terrible. Je joue en première ligue, je suis dans un club qui a été champion il y a 2 ans, c'est un club top. Il y a un président, il est top, il est proche de ses joueurs, il envoie, il met de l'argent, il est présent, il est là. C'est un club un peu famille, un peu l'ambiance qu'il y a à Lyon et tout ça et tout. Petite ville et tout ça et tout. Je dis, vas-y, moi, direct, à ce moment-là, j'y vais avec beaucoup d'engouement. Tu connaissais déjà Puel, en plus, vous étiez déjà côtoyé à l'époque. Ouais, je connaissais Puel de Lyon, qui m'avait pris un peu les matchs de prépa et tout. Donc j'y vais. Et là, j'ai des regrets un peu sur la première ligue. Tu vois, j'aurais aimé réussir en première ligue. Quand j'y repense, je me dis, ouais, peut-être que j'aurais fait les choses différemment, moi, dans ma préparation, peut-être mentalement, peut-être en faire plus physiquement, travailler en plus avec un prépa, alors que je le faisais un petit peu, tu vois. Mais peut-être encore plus approfondir le truc, tu vois. Mais, le niveau, il était très dur en première ligue ? Il était dur, ouais. Athlétiquement, c'est dur. Après, à chaque fois que ça a été dur un peu physiquement, athlétiquement, j'ai toujours pu m'en sortir un peu techniquement, tu vois, un peu jouer avec la tête, se mettre dans les espaces qu'il faut, anticiper et tout ça. Mais comme je l'ai dit, après, je suis pas le joueur qui va prendre le ballon au milieu de terrain, qui va dribbler 10 joueurs et qui va te faire une passe D ou marquer un but et tout ça et tout. Donc, tu as besoin aussi d'avoir une cohésion autour de toi, tu as besoin d'avoir un top arrière droit, machin, tout ça et tout. Et à ce moment-là, on a une super bonne équipe. La plupart, ils viennent de gagner le titre. Mais en fait, c'est qu'ils voulaient plus jouer pour le coach. Ok. J'arrive dans un moment où eux, ils avaient décidé de lâcher le coach. Pour le coach, je sais pas, parce qu'ils n'avaient pas de bonne relation avec lui. Et comment ça se matérialise, ça, de plus vouloir jouer avec le coach ? Les joueurs, ils font quoi ? Parce que nous, à chaque fois, on dit... il a lâché le coach. Il a perdu le vestiaire. Il a perdu le vestiaire. Comment c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il passe plus. Non, mais qu'est-ce qui se passe comme agissement de la part des joueurs, des leaders ? Sur le terrain, ils courent plus. Les consignes, Sur le terrain, ils courent plus. Ils se battent plus. Ah ouais ? Ils se battent plus à l'entraînement. Ils sont là, ils tirent tous la gueule. Et puis tu fais de la tactique. Et puis on a beau dire ce qu'on veut, il connaît le ballon quand même. Et les joueurs, ils le suivaient plus, tu vois. Et c'était les cadres en plus de ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Il y avait qui encore ? Vardy ? Il y avait Vardy, Schmeichel, Albrighton. Et il y avait aussi Slimani, non, si je dis pas de... Il y avait Islam. Islam, il part en prêt, je crois, à ce moment-là, quand j'arrive. Ah, ok. Ouais. Donc on joue pas vraiment. Derrière, il était toujours là, le capitaine, là ? Maguire. Il y avait Maguire. Il y avait aussi Wes Morgan. Ouais, Wes Morgan, ouais. Et tu sens qu'il y a eu une cassure entre tous ces jours-là et le coach. Donc à partir de ce moment-là, c'est... Et toi, tu te retrouves dans quelle position à ce moment-là ? Parce que, étant donné que tu es français, que le coach est venu te chercher, est-ce que tu arrives pour remplacer un joueur quasi remplaçable ? Est-ce que tu sens que dans le groupe, tu n'es pas pris à partie, bien sûr que non, mais est-ce que tu sens que le groupe aussi a peut-être moins confiance en toi, que tu te sens moins à l'aise dans le collectif ? Le groupe, je sais pas, mais en tout cas, dès qu'ils ont décidé de se séparer du coach... ils ont fait une croix sur moi direct. Ouais, voilà. Ouais, direct. T'es dans l'eau, quoi. Ouais, direct. Ouais, la direction, je parle. Hein. Pas forcément les joueurs, mais la direction direct. T'étais apparenté au choix. Il y a un nouveau coach qui arrive, c'est Brendan Rodgers, je crois. Et puis, ils donnent pas la même importance à Brendan Rodgers qu'ils en donnent à Claude Puel. Quand Claude Puel, il est là, je crois il a juste 1 ou 2 adjoints. Quand Brendan Rodgers, il arrive en force. Hein. Il arrive avec 5 gars à lui. Il lui donne tout, quoi, tu vois. Oui, c'est son projet, quoi. Ouais, voilà. Là, on a déjà connu le Rachid Ghezal dans 3 clubs différents, Lyon, Leicester et Monaco. J'aimerais qu'on fasse un point sur l'accompagnement, sur l'entourage, sur les agents. Comment t'es aidé à ce moment-là pour ces choix-là ? On a parlé de la prolongation ou non de Lyon, ton départ à Monaco, ton départ aussi au bout d'1 an de Monaco à Leicester qui se passe où ça se passe mal aussi. À ce moment-là, tu fais un bilan sur ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu as les mêmes agents qu'au départ ? On a beaucoup parlé de ton grand frère aussi, qui a lui aussi connu une belle carrière. Raconte-nous un petit peu pour qu'on rentre dans l'immersion du joueur de foot. Au tout début, j'ai mon frère qui est encore joueur de foot. Donc il n'est pas vraiment... Abdelkader Ghezal. Donc qui s'occupe pas directement de moi et tout ça, mais avec qui j'échange beaucoup, qui me donne beaucoup de conseils, qu'il a plus d'expérience, qu'il a connu... il a fait 10 ans en Serie A là-bas. Les agents, tout ça et tout, il en connaît un rayon. Ouais. Donc il me donne pas mal de conseils. Il y a mon père qui est là aussi, qui
le père rebeu là, qui veut savoir tout ce qui se passe pour son fils et tout ça et tout. Mais ouais, au final, j'aurais fait les choses différemment avec le recul, tu vois. C'est compliqué de travailler avec la famille quand il y a de l'argent, quand il y a beaucoup d'argent. Moi, on a tous envie que la famille soit impliquée, qu'ils soient derrière nous, qu'ils prennent aussi leur part du gâteau et tout ça et tout. Mais à un moment donné, une carrière, c'est sérieux. C'est sérieux. Et il faut les gens compétents et bienveillants. Bienveillants pour eux, parce que c'est leur business aussi, mais avant tout pour toi, pour que tu fasses la carrière que tu dois faire aussi. Et des fois, et c'est ça aussi où j'en reviens, où quand tu dis les joueurs ils ont commencé top, mais ils n'ont jamais vraiment... Et ça fait aussi partie des éléments, des conditions qui font que tu passes aussi à l'étape supérieure, je pense. Mais avec le recul, ouais, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Ça t'a coûté ça, tu penses, d'être oui, forcément. mal entouré. Déjà, ça m'a coûté forcément ma prolongation à Lyon. Parce que je pense que peut-être si je la fais différemment avec quelqu'un d'autre. Mais pareil, à ce moment-là, t'as pas tous les agents qui se battent pour récupérer Ghezal forcément. Et puis, comme je l'ai dit, si j'ai un regret, c'est je me serais plus impliqué moi-même de tout ce qui est, on va dire, la partie extra-sportive, tu vois, de ma carrière. Parce qu'au final, c'est ta carrière, il n'y a que toi qui dois prendre les décisions. Ici, j'ai un conseil aussi à donner un peu aux jeunes. Parce qu'on est tous pareils. Non, moi, je veux juste jouer au foot, voyez, discuter entre vous, machin. Moi, vous me dites quand tout est OK, moi, je veux... Mais à un moment donné, il faut aussi s'impliquer, mettre les... Quand tu dis s'impliquer, c'est sur les choix de club, sur les profils, sur la stratégie. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous donne un peu... Pas vraiment te laisser influencer sur... Voilà, il y a un club qui t'intéresse pas, tu vas pas. Il y a les chiffres qui t'intéressent pas, tu signes pas. C'est voilà, vraiment faire les choses que... Ça, tu l'as compris à quel moment? Bah, je l'ai compris après Lyon déjà. Ouais. Après Lyon, j'ai eu un petit déclic quand même. D'ailleurs, quand je signe à Leicester, je signe avec d'autres agents, un agent anglais et tout ça et tout. Où là, en gros, je dis, écoute, voilà, tu me ramènes le projet qui m'intéresse, machin et tout ça et tout. Allez, c'est parti, on signe. Et là, la famille, on verra après, les amis, les machins, tout ça et tout. Mais c'est pour ça, faut s'impliquer soi-même. Ça se passe comment quand tu es joueur de foot? J'aimerais savoir, hein, et je pense que les gens aussi. Tu es Rachid Ghezal, il y a beaucoup de mandats club, de mandats joueurs, en se disant, voilà, ramène-moi à ce club-là, où ça se passe en direct. Comment, en fait, on arrive à faire le tri dans tout ça? Tu dois recevoir beaucoup d'agents qui t'envoient, bon, moi, écoute, j'ai ça au Southampton, moi, écoute, moi, je te ramène à la Fiorentina, moi, écoute, moi, Comment, en fait, on ne devient pas fou? Comment on arrive à trier? Explique-nous. Moi, j'aimerais bien être en immersion dans ta tête à un moment où, Rachid Ghezal, c'est un peu la poule aux œufs d'or pour tout le monde, et même, il n'y a pas d'affinité, c'est que business. Comment on vit tout ça? C'est compliqué, tu le vis mal, franchement, c'est compliqué. Comment on fait confiance? Quand si, tu vois, parce que t'es aussi un homme, t'as des valeurs, t'as des principes. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. T'as un agent qui t'appelle, qui te dit « Ouais, moi, je suis en direct avec un club et tout ça et tout, ouais, machin. » Et peut-être 2 heures après, un autre agent qui t'appelle « Non, moi, je suis en direct avec lui, machin, avec ce club, t'inquiète. » Il t'envoie des captures d'écran, il t'envoie des numéros, il t'envoie... c'est le marché, quoi. Ouais. T'as eu des histoires folles comme ça? Moi, je dois en avoir. En plus avec la Turquie. On en parlera après alors. Mais c'est intéressant et côté club, j'imagine qu'en plus ça doit aussi un peu jouer sur l'image du joueur. Tu vois, d'avoir. Moi, je me mets à la place aussi des clubs. T'arrives, tu reçois 10 000 agents représentants de Rachid Ghezal ou tel joueur. Je fais l'été où je suis libre, où je pars Lyon de libre, où je veux signer. Donc je signe à Monaco. Mais avant Monaco, je fais un rendez-vous à Milan aussi, où ils me reçoivent à Milanello là-bas et tout ça et tout, à Milan avec le directeur sportif et tout ça et tout. Il me dit, on veut te prendre. Il me dit carrément, il me dit, ouais, tu peux en choisir quel numéro de maillot et tout ça et tout. Tu rentres dans les bâtiments, tu vois. Je dis, moi, je veux jouer au Milan. Et le Milan, il est en pleine reconstruction. Tu sais, c'est l'été où ils font signer peut-être 10 joueurs. Il y a Bonucci. Çalhanoğlu, tout ça. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, au top, je veux faire partie de ce projet, tu vois. Club mythique et tout ça, club en pleine reconstruction, ça fait des années, ils n'ont rien gagné, tout ça et tout. C'est un truc top, tu vois. Il y a une histoire à construire. Ouais, top. Et pareil, je signe pas, je sais pas pourquoi.
Le directeur sportif, il me dit on te veut, machin. Quand tu sais pas pourquoi, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu manger. C'est que voilà. Bon, nous, on a reçu. Non, mais c'est sûr. On reçoit beaucoup de joueurs à chaque fois. C'est à un moment donné, le. c'est sûr. Peut-être que. paramètre je sais pas pourquoi. Peut-être que t'es pas passé avec l'agent qu'il fallait passer, qui était fort avec ce club à ce moment-là. C'était quoi? C'était un mandataire à cette époque qui te ouais, fait de toute façon, souvent, les gros clubs, ils bossent avec des agents. Des agents dédiés. Balèzes, c'est eux qui font tout. Et t'as jamais voulu te mettre avec un agent historique où sur 6-7 ans, tu crées une histoire avec. Si, il faut trouver après, faut la trouver la bonne équipe, tu vois. Quand je suis à Lyon et que je commence à jouer tout ça et tout, t'as Nabil qui est blessé et tout. À ce moment-là, il travaille avec Bernès. Ouais. Et il me dit il y a Bernès et tout, il aimerait bien bosser avec toi et tout ça et tout. Mais je l'ai pas senti. Et quelques années après, on en a parlé avec Nabil. Il me dit heureusement t'as pas ça. Il me dit je m'en serais voulu si t'aurais bossé avec lui parce qu'à lui ça s'est mal passé. Exactement, il a eu beaucoup de problèmes avec Bernès. Et déjà, je me suis dit, tu vois, je trouvais sa démarche quelque part malsain, tu vois. Tu t'occupes de Nabil Fekir, qui est blessé, qui est dans une période compliquée. Tu l'envoies demander à celui qui joue, pas au même poste, mais qui joue en concurrent modelé. Limite. Oui. Et j'ai dit... C'est un peu malsain, ouais. Et à ce moment-là, Bernès, c'est un gros agent français qui a un gros blaze et tout ça et tout. Bah, notamment Didier Deschamps. Hein, et c'est là tu dis, c'est un monde de requins, c'est compliqué à gérer. Donc le mieux, c'est quand tu peux combiner travail avec la famille, qu'ils sont compétents, qu'ils savent bien bosser, tout ça et tout. Mais ouais, quand tu arrives à trouver une super équipe, et il y en a quand même, il y en a des gens bien qui... Il y a des bonnes équipes et tout ça et tout, faut pas les lâcher. Et tu penses que c'est une clé, parce que tu parlais de transmission avec la nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ou même d'entourage de joueurs qui nous écoutent. Pour toi, c'est trop important pour réussir sa carrière. Important. C'est une clé, c'est trop important, au même titre que la préparation mentale, que la préparation physique, que c'est une clé, c'est indispensable. C'est indispensable. Surtout maintenant. Les gamins, ils jouent, ils ont 18 ans, ils sont déjà 16 ans, 17 ans, ils sont déjà en finale de Ligue des Champions et tout ça et tout. S'ils n'ont pas le bon entourage, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu parlais tout à l'heure de l'implication de ton frère aussi à ce niveau-là. Lui, il a une carrière où peut-être les enjeux étaient différents aussi. Il a une carrière un petit peu plus atypique, on va dire, par rapport à la formation, etc. Et au club qu'il a fait. Son rôle dans tout ça, est-ce que lui, il t'avait averti de ça? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles il essayait aussi d'apporter aussi une valeur ajoutée, de te conseiller, de te suggérer aussi certains pièges, on va dire, à éviter? Parce que j'imagine que lui aussi, il a eu aussi cette expérience-là. Ouais, c'est vrai que lui aussi, il a eu quelques galères d'agent aussi dans sa carrière. Donc c'est aussi pour ça qu'il a voulu aussi quelque part me protéger, prendre soin de moi et tout ça et tout. Mais c'est compliqué, hein. C'est un métier totalement différent. C'est comme... c'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu seras un grand coach. C'est pas parce que tu as fait une carrière que tu sais comment négocier un contrat. Le football, il change. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et la volonté de maximiser financièrement, le côté financier, est-ce que aussi ça peut tuer? Tu le disais tout à l'heure, en te disant, moi, ils ont donné cette revalorisation à Bilal. Moi, je pense mériter comme Bilal. Pourquoi ils ne me la donnent pas à moi? Donc, mon ego va être touché. Donc, je vais faire un choix plutôt financier. Est-ce que ça aussi, ça rentre en compte? Et ça peut... Nous, on analyse beaucoup le foot en ce moment. On a l'impression que c'est l'argent qui régit tout aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de respect, de considération, de l'entourage aussi qui veut manger à un moment donné, qui te dit, bon, écoute, là, Rachid, t'es à ce niveau-là, imagine une blessure, imagine où t'arrives pas à rester à ce niveau, il faut que tu maximises tout de suite le gros contrat, le maximum pour tout le monde, pour en fait toute ton économie autour de toi. Est-ce que ça aussi, tu l'as ressenti dans ta carrière, que ça pouvait être un souci en fait? Ouais, bien sûr. Puis à un moment donné, tu sais très bien qu'une carrière c'est court, donc t'as aussi envie de t'assurer une retraite, un avenir. Et les gens, ils le voient pas forcément, ils le comprennent pas forcément ça et tout. Mais comme je l'ai dit, à 25 ans, je touchais pas non plus... j'étais joueur à l'Olympique Lyonnais, j'étais sorti un peu sur le tard, on va dire. Ils avaient déjà pas mal d'années d'avance, tu vois. Donc t'as aussi... t'as tout qui entre en jeu. T'as le truc, putain, je suis en train de kiffer sur le terrain, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais t'as aussi envie de te dire, mais... il faut rentrer. Faut rentrer quand même, tu vois. Carrément. Et surtout, encore pire aujourd'hui, avec... les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, t'as envie de jouer la Ligue des Champions, on l'a gagné et tout, mais
il y a des offres, elles passent sur la table. T'as envie de te dire, attends, viens, ça on discute quand même. Hein, parce que ça fait réfléchir, forcément, ça fait réfléchir. Mais après, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Je pense que le jeu doit l'emporter quand même, surtout, parce que on aime jouer au foot. Et quand t'aimes jouer au foot, t'aimes pas vraiment jouer en Arabie Saoudite, au Qatar, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, mais il faut un juste milieu, il y a des choses qui... Il faut un juste milieu. Faut un juste milieu, il faut savoir te combiner. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, tu es dans un club qui joue dans une équipe dans les 5 grands championnats, mais tu as une offre qui peut pas se refuser. Ouais, ça prend le dessus, forcément. Bah oui, ça prend le dessus, tu vas. Et donc, tu arrives à Beşiktaş, comment tu arrives à Beşiktaş? Parce qu'il y a la Fiorentina aussi entre-temps. Ouais. Il y a le Covid. Ouais, il y a le Covid notamment. Et donc, tu arrives à Beşiktaş et sur ta première année avec Beşiktaş, tu es champion en plus. Tu es champion, année Covid, alors qu'on dit que la Turquie, en termes de supporters, c'est un engouement exceptionnel. Ouais. Comment tu as vécu cette saison paradoxale? Parce que tu fais une saison exceptionnelle en plus. Je crois que tu es quoi, 18-19 passes décisives? Ouais, 17 passes décisives, 8 ou 9 buts. Tu voles sur le terrain. Comment tu as vécu ça, quoi? Parce que t'es champion la mauvaise année, quoi. Bah, tu vois, en plus de ça, même la Turquie, j'y vais un peu à reculons, un peu en marche arrière. Parce que je sors de 2-3 années un peu compliquées à Monaco, à Leicester et à la Fiorentina. La Fio, t'es prêté par Leicester. Hein. Ouais, où tu joues un peu... C'est un peu mitigé, tu vois. Tu joues pas. Et à la Fio, les jouent quand c'est la fin, je suis en prêt. Ils veulent me garder en prêt. Moi, je veux rester parce que je kiffe la Serie A, je suis encore dans un top club. Et ça se fait pas. Leicester, ils disent non, nous, on veut vendre le joueur. On veut pas faire de prêt, on veut le vendre. Donc au final, ça se fait pas, je retourne pas là-bas. Donc pareil, dernier jour du mercato, je sais que je vais pas jouer à Leicester parce qu'ils veulent pas de moi. Donc je me retrouve à partir en Turquie. J'y vais en marche arrière parce que pour moi, tu vas en Turquie, tu joues plus dans un top championnat. Et au final, exceptionnel. Au final, j'arrive dans un grand club. Année du Covid, donc c'est un peu ça la frustration, tu vois. T'as pas été accueilli à l'aéroport, du coup. Ouais, t'as pas même les stades, tu vois. Ouais, t'as privé d'une ambiance. T'as pas la vraie Turquie, quoi, en fait. Voilà. T'as pas la vraie Turquie, mais sur le terrain, tout marche. On vole, on gagne tout. Et puis moi, personnellement, en plus, même quand j'arrive là-bas, tu sais, les gens, c'est Ghezal, ouais, on voit un peu, c'est que t'es à Lyon et tout ça et tout, mais t'arrives pas en tant que star. Superstar. Le coach, tu sais comment il me recrute à cette époque-là, c'est Sergen Yalçın, le coach, c'est un coach turc. C'est une légende là-bas en Turquie. Légende du club, ancien numéro 10 gaucher, façon Maradona et tout, une légende en Turquie. Et il me connaît même pas. Et un jour avant le mercato, on lui montre une vidéo de moi sur YouTube, comme ça et tout. Il regarde, tac. Il est au téléphone avec le président. Et il dit, ouais, président, ouais, je veux faire signer, faites signer. Il dit, comment il s'appelle déjà? Ghezal. Ghezal, faites signer Ghezal, ramenez-le et tout. Ouais, c'est bon. Il me ramène comme ça en Turquie. Ah ouais. Sur une vidéo. Ouais, comme ça. Et on fait un coup de foudre. Ouais, et on fait une saison exceptionnelle. Et quand tu arrives là-bas, tu dis que tu étais un peu à reculons, mais quand tu arrives, qu'est-ce qui fait que le mood change? C'est quoi? C'est l'ambiance dans l'équipe, dans le vestiaire? Ouais, l'ambiance dans l'équipe. Déjà, tu sens que tu signes dans un grand club. Tu sens que tu signes dans un gros club avec une histoire, qui joue un rôle majeur, qui veut gagner le titre, donc ça aussi, t'as un peu ce challenge-là. Et l'équipe, l'ambiance dans l'équipe, dans le club, tu sais, ils te mettent tout à disposition, ils te font sentir que t'es important et tout ça. Et après, direct sur les premiers matchs, la relation avec les fans, l'amour que j'ai eu des supporters et tout ça, que j'ai encore aujourd'hui, mais ça a été exceptionnel. Et le niveau du football turc, parce que si nous, on se met... si on prend un peu de recul, on se dit, attends, il est un peu dans le trou à Leicester, à Monaco, etc. Il arrive en Turquie et... il survole le championnat, il marche sur le championnat. Et c'est quoi, le niveau, il est plus faible à ce moment-là que ce que tu as connu, ou c'est toi qui as pris une dimension différente? Je sais pas, au final, on va te dire qu'il est plus fort, ou pareil, je pense pas. Je pense que c'est bon, hein. Franchement, c'est un bon niveau. Après, je pense que peut-être tactiquement... Ton rôle sur le terrain, ouais, voilà. Ouais, peut-être tactiquement, tu sens qu'il y a un peu plus de lacunes qu'en Europe. Et... Mais sinon, techniquement, physiquement, il y a des bons joueurs, tu vois. Il y a des sacrés joueurs en Turquie. Mais comme je l'ai dit, c'est autour de moi, j'ai les joueurs qu'il me faut. Physiquement, je me sens bien. T'as la confiance. J'ai la confiance. Le coach, au bout de 2 matchs, il me dit c'est bon, en gros, tu vois.
on va faire l'année ensemble. Il y a des fois, il venait me voir, il me dit, écoute, si t'es fatigué, si tu machin, tu t'entraînes pas. Tu viens 2-3 jours avant le match, tu vois comment tu te sens et tout ça et tout. Il m'a donné tout, je tirais tout, penalty, corner, coup franc, coup de pied arrêté. Tu vois, je sentais vraiment que j'étais important, que j'avais la confiance du coach, j'avais l'amour des supporters. Autour de moi, ça jouait, on avait une super ambiance dans l'équipe. C'est quoi l'équipe? C'était qui? Il y avait Larine devant? Il y a et pareil, hein, pas de grosses rostars, pas de machin. C'est l'année où il y a plus les stars, les Talisca, tout ça, etc. Il y a plus les stars. Tozoun, Il reste qu'Aboubacar, Lens, il reste Aboubacar. Bokan Touré. Mais on joue avec Atiba, qui est une légende là-bas, Hutchinson, canadien, qui est capitaine légendaire du club. Terrain. Vida derrière, non? On a Vida derrière, on a Rosier arrière droit, qui vient signer la même année que moi, qui est pareil, qui est dans le trou au Sporting, qui survole le championnat aussi. Mais on a Nkoudou, qu'on a reçu, ouais. Mais c'est pour ça, on n'a pas de gros noms. Ils ont fait un peu le tri. Ils ont viré les Bouraki Ilmaz, les gros caractères un peu de l'équipe. Talisca, il était déjà parti et tout ça. Et on gagne tout. J'arrive pareil, dernier jour du mercato, au mois de septembre, je crois, j'arrive. Et pareil. Ça se passe comment dans le vestiaire, justement, la cohabitation entre, on va dire, les joueurs turcs et les nombreux étrangers qui viennent, qui sont souvent de passage, quoi, qui restent une saison, 2 saisons. Ça se passe bien, la cohabitation? Franchement, il y a une bonne ambiance. Entre les joueurs, il y a une bonne ambiance. Après, c'est plus avec la direction où ils sont un peu plus... nous, on va dire, on est un peu plus protégés au niveau des contrats, des machins, tout ça et tout, qu'eux, ils peuvent un peu moins se rebeller, tout ça et tout. Mais sinon, il y a une super ambiance. Les contrats, ça se passe comment en Turquie? Parce qu'il y a beaucoup de craintes sur le fait d'être payé ou non. Quand vous allez en Turquie, vous savez que ça fait partie du jeu. Ouais, malheureusement, tu sais que ça fait un peu partie du jeu là-bas. Tu sais que financièrement, ça va être plus intéressant qu'en Europe, puisqu'il y a des meilleurs contrats, ils donnent plus d'argent. Mais des fois, tu sens que tu peux galérer sur certains mois de retard. Au final, tu as ton argent. Mais des fois, ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pas aussi cadré qu'en Europe. Et par rapport à la Première Ligue, par exemple, tu gagnais plus à Beşiktaş qu'à Leicester? La première année, je suis en prêt à Beşiktaş. Okay. Donc, je suis payé une partie par Leicester. Et quelque part, ça a été aussi ma chance parce que c'est là ce qui m'a permis de capitaliser au meilleur moment de ma carrière. Et c'est à peut-être 28, 29 ans, tu vois. Donc, c'est tard parce que je fais une année de prêt à Beşiktaş où je gagne tout. Je finis meilleur joueur du championnat et tout ça. Mais je dois retourner en prêt à Leicester. Je dois retourner à Leicester pour faire ma dernière année de contrat. Mais pareil, eux, ils veulent plus de moi. À côté de ça, Beşiktaş, avec la pression des fans, ils sont obligés de me faire amener. Moi, je veux rester parce que j'ai connu un truc de fou. Je sais que l'année d'après, il va y avoir des supporters dans le stade, qu'on va jouer la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, je peux même signer à Gala qui me proposait plus d'argent. Mais pour moi, c'était une suite logique. Comme j'ai dit, t'as aussi quelque part... Tu voulais pas te mettre en danger. T'as des valeurs un peu. T'as connu quelque chose avec un club, avec des joueurs. T'as créé quelque chose, t'as envie de continuer. Puis financièrement, c'était pas non plus un écart de fou. Mais c'est ce qui m'a permis quelque part de signer le meilleur contrat de ma carrière tard, tu vois. Donc là, à ce moment-là, au réolé de ta saison incroyable, tu prends ton gros contrat max à Beşiktaş qui est plus conséquent qu'à Leicester en termes de salaire. Ouais. C'est beau. Et encore, quand je reviens, ok, je suis dans l'optique de... Ouais, je veux rester à Beşiktaş et tout. Mais quand je reviens à Leicester... Déjà, tu reviens pas pareil quand même, parce que tu reviens, tu as été meilleur joueur Turquie, tu as fait une super saison, eux, ils ont été moyens. En plus, il y a un nouveau centre d'entraînement et tout ça et tout. Je reviens, je suis en mode... Peut-être. Peut-être, hein. T'as le challenge, comme je dis. T'aimes le foot et tout ça et tout, tu te dis, pourquoi pas. Mais tu sens que... Non. Je peux pas me faire carotte une deuxième fois. Le coach, il m'a déjà fait le coup... C'était qui? C'était Rodgers, là, à ce moment-là? Rodgers. Ouais. Puis de l'autre côté, fait le coup, le dernier, un an avant, quand je signais à la FIO, pareil, dernier jour du mercato. 3 jours avant, il me dit finalement, c'est bien que tu partes en prêt parce que je compte pas sur toi, tu vas pas jouer. Je lui dis, mais je suis venu vous voir il y a 3 semaines déjà. Je vous ai dit, je lui dis, le mercato, il ferme après-demain, vous me dites ça maintenant. Parce qu'en gros, il me dit carrément, tu vas même pas être sur la liste pour jouer, tout ça et tout. Et quand je reviens un an après, tu sens que je reviens pas le même, tu vois. Même auprès de lui. Quand j'étais revenu avant, déjà c'était entraînement avec l'U23 et tout. Là, quand je reviens, non, t'inquiète, tu peux reprendre avec nous, faire la prépa avec nous et tout. Un peu plus de respect. Moi, je suis là déjà, tu vois. Ok, on fait quoi? On discute? On fait comment? La prépa, je suis bon. Puis je sens qu'il est pas fiable, tu vois. Que dans son discours, il est pas serein et tout. Il me dit pas concrètement, écoute, moi, ça repart à 0. Tu reviens, t'es en pleine confiance, je peux me servir de toi. On peut se servir mutuellement l'un de l'autre.
pourquoi pas, tu vois. Mais on n'a jamais vraiment cette discussion. Il me fait pas comprendre qu'il a confiance en moi. Donc de là, je dis, écoute, je vais pas prendre le risque. Là-bas, j'ai un club qui me veut, des supporters avec qui on s'entend super bien, un beau contrat. Laisse-moi partir. Justement, moi, il y a un point sur la Turquie sur lequel je voulais un peu t'interroger, c'est le côté culture et la vie là-bas. Parce qu'en fait, mine de rien, il y a pas mal d'Algériens qui ont joué dans le championnat turc. Et le truc qu'on remarque, on se faisait un peu la remarque aussi avec Walid, souvent les Algériens, ils restent. Je pense à Fegouli notamment, qui a fait pas mal de temps à Galatasaray, qui est à la Fatih après, pendant quelques temps. Il y a pas mal de Ziani aussi, qui avait fait un petit passage en Turquie. Pas mal de joueurs, Medjani aussi à Trabzon. Comment la vie là-bas t'a aussi poussé à rester? Parce que Dembaba aussi en parlait, il y a un rapport entre football et culture déjà qui est immense. Et puis le rapport avec l'Algérie aussi, qui a l'air de plutôt être sur la même mentalité. En fait, il y a une passion, c'est populaire. Et puis si t'as la chance d'être à Istanbul, c'est une ville qui est exceptionnelle. Et puis ils vivent pour le foot. C'est la passion en fait. C'est différent qu'en Europe, c'est très populaire. Ça fait un peu penser à l'Algérie, tu sais, tout ça, les pays du Maghreb, un peu en Afrique, un peu en Amérique du Sud. Tu sais, ils ont vraiment cette passion-là. Et après, c'est à double tranchant. Hein. Quand ça se passe bien, c'est le roi du monde. Mais par exemple, Islem, ça s'était mal passé à Fenerbahçe. Ouais. C'est l'un des pires souvenirs de sa carrière, son passage à Fener. Donc, c'est un peu de partout. Tu peux marcher dans la rue? Ouais, c'est compliqué, hein. Ah ouais. Quand t'es joueur de Fener, Gala, Beşiktaş ou même Trabzon, c'est compliqué. Hein. Mais franchement, c'est top. On fait comment quand on est joueur de foot? Tiens, question qui me vient, hein. Peut-être un peu conne, mais très casanier, obligé d'être casanier? Ah, obligé. Obligé? Ouais, franchement, obligé. Moi, déjà, je le suis un peu de base. Ou alors, quand tu sors, tu vas en semaine le matin, tu vois. Ouais. Mais on fait quoi? C'est quoi le quotidien, en fait, hors entraînement? T'es conditionné, t'as pas de life. C'est compliqué. Ou tu prépares tout à l'avance, déplacement. Mais ça m'intéresse, comment même ça, t'as pas de life? Il y a des endroits un peu... T'as pas mal d'endroits un peu, comment dire, des stations balnéaires, enfin voilà, tu vois, des endroits où tu peux peut-être un peu plus t'isoler. Ouais, mais au final, t'es que en isolement, au final. Tu vois? Parce que quand t'es en carrière, bah, c'est très, entraînement, transport, mise au vert, machin. Tu fais toutes les villes du monde, mais tu visites jamais. T'as jamais rien fait. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vas à l'hôtel tu vas au stade, tu joues le match, tu retournes dans la ville. Tu vois. Mais par exemple, avec ta femme et tes enfants, comment tu veux les faire kiffer? Comment tu peux les faire kiffer? Comment tu peux pas rester à la maison tout le temps? Non, tu sors. Mais donc tu peux... Ouais, quand même, ça va, tu sors. En plus, ça va, je suis pas non plus... Oui, non, d'accord, mais par exemple, après une semaine, ils sortent pas en Turquie, hein, c'est compliqué. Hein. Ou alors, il lui faut de la sécu, les machins et tout. Et c'est des ambiances bizarres un peu, tu vois. C'est compliqué. Mais si, t'as une vie quand même après, voilà, tu fais plus ou moins ce que tu veux. Et la suite à Beşiktaş, pourquoi ça se passe un peu moins bien et comment on en arrive à cette histoire-là qu'on a entendue un peu de loin où donc 4 joueurs dont tu fais partie, vous prenez tous un coup de chausson. Ouais. Les joueurs francophones, hein, pour la plupart, j'ai l'impression. Rosier, Aboubacar, toi, et le 4e? Moi, Rosier, Aboubacar, je crois qu'il y avait Jean Onana aussi. Ah Jean Onana, exactement. Ouais. Bah, c'est un peu les points négatifs de la Turquie, c'est que tu as tous les avantages de hockey financier, la passion, les grands clubs et tout ça et tout. Mais après, tu as un côté où tu pas trop de stabilité. Des fois, tu sens que ça peut vriller d'un moment à un autre. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Changement de présidence. Donc, le board avec qui on a tout connu, on a tout kiffé, tout ça et tout, part. T'as un nouveau... C'est les élections là-bas aussi, c'est vrai. Parce que là-bas, en fait, ils sont pas propriétaires des clubs. Les présidents, ils sont vraiment élus pour un temps un mandat, quoi. Et dès que ça va pas, hop, ils appellent un vote. Il y a des... Comme Laporta au Barça, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Et t'as un nouveau board qui arrive. Et ça a fait beaucoup de mal au club pendant les dernières années, là. Il est incompétent, tu vois. Et le nouveau board qui arrive, première décision... Ils décident. Bon, nous, ceux plus ou moins les hommes forts de l'ancien président, on va les coucher, on va partir sur nos joueurs à nous, tout ça et tout. Et je l'apprends sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Je me réveillais un matin, je vois un post du club, je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Parce que c'était la période où ils faisaient des communiqués toutes les 10 minutes, et tout ça et tout. Tac, je mets traduction. Parce qu'au début, en turc, je vois Gezal, machin et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte sur moi? Ça, je mets... Et je vois Rosier, Gezal, machin, tout, nous avons pris la décision de Kadro Dichi, ça s'appelle.
hors groupe. Mais vous étiez pas bon, vous faisiez n'importe quoi. Non. C'était mérité ou pas? Bah, pas du tout. C'était financier? Ouais, je pense, ouais. Ils voulaient s'écarter les gros salaires. Ils voulaient couper la tête aux gros salaires. Puis les cadres, en fait. Vu que les résultats, ça suivait pas trop, fallait trouver des coupables. Mais ça a été tu vois, encore une fois, je peux comprendre des fois. Mais viens, vous étiez un petit groupe dans le vestiaire, les francophones, ou pas spécialement? Vous étiez. Ouais, on était un petit groupe. Oui. Comme quand il y a 4 Argentins qui sont dans un groupe et qui boivent le maté ensemble, qui machin et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, après, tu cherches plus ou moins ceux qui parlent ta langue, ceux avec qui tu as le plus d'affinité et tout. Mais on s'entendait bien avec tout le monde, tu vois. Surtout moi, en plus, généralement, partout où je suis passé, vraiment, j'ai laissé normalement des bons souvenirs. Je m'entendais bien avec tout le monde. Et en fait, ils pensaient même qu'ils pouvaient se séparer de nous, mais sans... Genre juste nous virer, quoi. Tellement... Non, mais c'est juste pour montrer tellement ils n'étaient pas professionnels, en fait. Tu sais, pour eux, l'histoire de contrat, non, mais si tu le vires, tu dois lui donner son contrat, des indemnités, machin. Ils pensaient même pas, tu vois. Pour eux, c'était vraiment, bon, on les vaut plus, on les vire, on va en prendre des autres. Et ça a fait beaucoup de mal au club. Ça a fait beaucoup de mal au club pendant des années. Là, le nouveau président a l'air bien, il a trouvé beaucoup de stabilité. Beaucoup plus de compétences et je pense que ça va aller de mieux en mieux parce qu'en un an, j'ai peut-être connu deux présidents, 5 ou 6 coachs. Ah ouais. Waouh. Ah, ça a été incroyable. Ça a été catastrophique. Et puis même bon, il y avait beaucoup d'attentes autour de moi, donc il fallait que je joue. T'as un nouveau coach qui arrive, qui a des nouvelles directives, il joue pas de la même façon, il arrive avec un nouveau préparateur physique, tu travailles pas pareil, tu te blesses, des fois t'as un peu mal, mais tu serres les dents parce que les supporters ils veulent que tu joues, le coach il veut que tu joues, et tu rentres dans un cercle. C'est là que la pression, tout se retourne un peu contre et toi. Après, au final, tu passes pour l'Irad, il est toujours blessé, il est toujours machin. Je crois que Fegouli avait eu la même chose. Hein. On parlait tout à l'heure avec ce truc en sélection, il joue et on lui reprochait de se sacrifier entre guillemets pour sa sélection, d'être blessé. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi, on est jeté à la fosse au lion chez les supporters. C'est plus facile, quoi, peut-être de vous pointer du doigt dans Après, ça dépend quel type de joueur t'es. Il y en a, ils prennent zéro risque et au final, va savoir si c'est pas la meilleure chose. Moi, je vais tout le temps jouer. C'est ça aussi mon problème. Jusqu'à aujourd'hui, je fais les mêmes erreurs. J'ai 33 ans, je fais les mêmes erreurs. C'était quoi la saison? Passer l'impasse, faire l'impasse sur ce match. Là, t'as le coach qui dit, tu te sens pour le moment? Ouais, bien sûr. C'était quoi la saison de Ligue des Champions pour se remémorer un petit peu que vous faites l'année d'après ton titre? 6 défaites. Ouais. C'était quand Dortmund, tout ça. Vous avez Dortmund. On a Dortmund, Ajax, Sporting. Ah ouais, c'était une grosse match. On n'est pas dégueu, tu vois, mais on manque trop d'expérience. Il y avait Mire Pjanic, non, qui était. Ouais. Il y a Mire Kissing qui fait l'année pour jouer la Ligue des Champions avec nous, qui joue avec nous et tout ça et tout. Mais dans le contenu, on n'est pas dégueu et tout ça et tout, mais en face, c'est niveau Ligue des Champions, tu vois. C'est niveau Ligue des Champions, ça veut dire surtout les coups de pied arrêtés, ils ont des trucs, ils savent comment faire. T'as bien joué 45 minutes, ils ont eu 2 corners de but. 2-0, tu rentres à la maison, à la mi-temps, à la maison, contre le Sporting, tu perds 2-0. Alors que t'as eu les meilleures occasions, t'as fait du bon contenu et tout, mais on manquait trop d'expérience, on manquait trop de travail. Et c'est pour ça, c'est là où je reviens. En Turquie, il y a un bon niveau, tu vois. Il y a des bons joueurs et tout ça et tout. Mais ce qui fait la différence, c'est sur ça. D'ailleurs, tu vois, même quand Gala ou Fener ils vont en Coupe d'Europe, c'est limite. Tu vois, alors qu'il y a que des bons joueurs sur le terrain. Mais ça manque de l'expression collective, de professionnalisme derrière, le cadre, de cohésion, ça manque un peu de tout, tu vois. Et t'as côtoyé Aboubacar, qui est un vrai spécimen et un phénomène. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, parce qu'il a beaucoup de confiance, il la transmet à ses camarades, il a des déclarations à chaque fois assez folles. Et nous, on l'aime beaucoup et on aimerait savoir. Disons qu'il est Camerounais, on le sait. Exactement. Voilà. Mais ça reste une légende aujourd'hui de ce qu'il fait, ce qu'il a fait avec le Cameroun, notamment sur les dernières CAN, ou même à la dernière Coupe du Monde où il a été très bon. Parle-nous un peu de ce bon vieux Vincent. C'est un phénomène, Vincent. Faut l'avoir dans un groupe, Vincent. Abou, c'est quelque chose. Mais phénomène en plus sportivement aussi. Et puis même avec lui. Après la Casette, j'étais avec lui, avec l'attaquant de pointe où j'ai eu le meilleur feeling aussi sur le terrain. On se trouvait bien. Mais ouais, c'est un phénomène. D'accord, il était proche aussi de Arthur Massako, avec qui je suis proche, mais c'était des barres de rire. Mais exceptionnel. Mais il a une confiance en lui. Et il te dit droit dans les yeux, je suis meilleur que Lewandowski. Techniquement, je suis meilleur que lui.
Mais il est sûr de lui, il est confiant, tu vois. Mais c'est un phénomène. Et sur Lewandowski a pas marqué de but contre le Brésil en Coupe du Monde. Et sur le terrain, à l'entraînement, etc., c'est fort, c'est très fort. Devant le but, c'est fort. Ouais. Ouais, c'est fort. Pied droit, pied gauche, c'est fort. Devant le but, c'est un assassin. Après l'entraînement, pas spécialement. D'accord. C'est pas, mais par contre, c'est un très très gros bosseur. Ouais. Leader d'équipe, parce qu'on sait qu'il est capitaine avec le Cameroun. Il était capitaine avec le Cameroun. Il a souvent une brassard aussi en club. C'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup la parole, tu vois. Mais leader naturel. Ouais, leader naturel. Ouais. T'as envie de le suivre, quoi. Ouais, voilà. Puis il est bon vivant, il s'entend bien plus ou moins avec tout le monde et tout, et ouais, il est bien. Et du coup, c'est vrai que j'imagine qu'il y a un petit sentiment amer quand tu dois partir de Beşiktaş, parce que, mine de rien, après Lyon, c'est le club peut-être où tu as passé le plus de moments dans ta carrière, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, mais peut-être le club où tu as le plus appris, j'imagine, après Lyon. Ouais, et puis ce que je retiens de Beşiktaş, c'est vraiment ressentir l'amour des supporters comme ça, être pris vraiment pour une légende du club et tout ça et tout, parce que là, on a gagné le titre et je marque le penalty qui donne le titre justement lors du dernier match, parce qu'on finit à égalité de points avec Galatasaray et on gagne le titre à un but justement. Ça a été une histoire de fou, tu vois. Ils l'attendaient depuis pas mal d'années, le titre. Donc tu sais que tu es ancré dans la mémoire des supporters-là. Et c'est vraiment cet amour-là que j'ai eu des supporters qui m'a le plus choqué avec l'histoire de ce club. Ou peut-être à Lyon, c'est peut-être ce qui m'a manqué au final, tu vois. Parce que Lyon, c'est mon club de cœur, c'est le club qui m'a formé, c'est ma ville et tout ça et tout. Mais j'ai toujours eu un petit peu cette relation un peu spéciale des supporters où j'ai pas toujours senti leur soutien, un peu des fois. Après, ça a été aussi avec la communication du club, comme je l'ai dit sur ma prolongation et tout. Mais c'est peut-être le seul point qui m'a vraiment manqué de la part de l'OL, que j'ai eu en fois 1000 à Beşiktaş, tu vois. Et quand tu te déplaces en France, cet amour-là, tu le retrouves de la part de la communauté turque? On sait qu'ils sont assez... Moi, je me demande, quand tu es à Paris, tu dois te faire arrêter tous les... Quand il y a des Turcs en Europe et qu'ils me voient, direct. Ouais, même là, à Paris, là, des fois, j'entends parler turc derrière et tout, je dis, ça, je vais y avoir droit. Ouais, c'est des bons souvenirs. Pour ouvrir le dossier Algérie. Pour le coup, ça va nous permettre d'arriver justement au dossier algérien. C'est le plus gros classeur à ouvrir, je pense, de cette discussion. Début en sélection. Déjà, on parlait de ton frère tout à l'heure. Très tôt, tu sais que tu vas vouloir jouer avec la sélection. Je crois vers 2012-2013. Pourtant, t'es encore en équipe de France Espoir parce que tu fais le festival de Toulon, je crois. Ouais, je fais que le tournoi de Toulon. Mais tu sais, pour les A, tu sais que tu veux jouer avec l'Algérie, quoi. Ton frère qui a une vingtaine de sélections, dont la Coupe du Monde 2010. C'est une très grosse épopée. Tournoi de Toulon, je le prends vraiment comme... Non, faut que j'aille voir ce que c'est. Tu vois, toutes ces années de jeu, toutes ces années de formation là où j'ai jamais été appelé une fois à un rassemblement, là il y a le tournoi de Toulon, donc tous ceux qui ont été là pendant toutes ces années, ils y sont. C'est-à-dire ma génération, c'est Niskens, Kebano, je crois qu'il y a Kondogbia, il y a tout cela, tu vois. Et je dis non, faut que j'aille voir c'est quoi. Valentin Esseric, tu vois, il y a Nempalis Mendy et tout, on est 92. Et je dis non, faut... Puis ça va prendre, tu vois, tournoi de Toulon, ça t'engage à rien. Prestigieux. Ouais, tournoi fin de saison. Je dis non, faut que j'aille voir, tu vois. Mais moi, je savais que je voulais jouer pour l'Algérie. Et ça aussi, c'est un sujet, parce que maintenant, les jeunes joueurs qui sont soumis à la double nationalité, qui ont le choix, c'est très, très, très compliqué à gérer pour eux, tu vois. Ils subissent beaucoup de pression. Récemment, on a eu le cas avec Ryan Cherki. Ouais, avec Ryan Cherki. Nabil aussi, ça lui a fait beaucoup de mal aussi dans sa carrière, je pense aussi. C'est très compliqué à gérer, je pense, pour un joueur. Mais moi, j'y suis très tôt. Après, ce qui m'a facilité, c'est aussi la voix de mon frère. Vu que mon frère était passé par là. Moi, je savais que je voulais jouer pour l'Algérie. Il y en a qui savent très tôt. Je sais que Nabil Bentaleb aussi, très tôt, il savait qu'il allait jouer pour l'Algérie. Il l'a toujours voulu. Mais c'est compliqué à gérer. Moi, en tout cas, je savais que je voulais jouer pour l'Algérie. Le seul regret aussi que j'ai, c'est que j'ai pas joué avec mon frère en même temps. Ça a été dommage. Mais j'allais dire vous croisez. Quelques années. Même pas. Je crois qu'il arrête en 2011, non, si je dis pas de bêtises, juste après la Coupe du Monde. On a Vaïd entre lui et moi, en fait. 2011, lui, il arrête quand Vaïd il arrive. Il arrive, et moi, je commence quand Vaïd part, en fait. Donc, ça joue à quelques années, en fait.
Oui, parce que tu commences avec la génération qui vient de faire 8e de finale de la Coupe du Monde. Au Brésil. Au Brésil, effectivement, avec Vaïd. Il y a l'arrivée de Gourcuff, donc à ce moment-là, en plus de la promesse d'une génération, on se souvient, le projet, finalement, le projet équipe nationale, avec... on connaît encore plus toi Gourcuff à l'époque, qui est un entraîneur de Ligue 1 confirmé, le style de jeu, ce qu'il va vouloir faire, la formation. Ouais. Donc quand tu arrives aussi dans cette sélection, à ce moment-là, on promet vraiment les sommets pour l'Algérie. On s'attend à ce que ce soit le début d'une histoire, 2014. Ouais, bien sûr. Tu as un renouvellement de génération là, avec des joueurs qui jouent en Europe, dans de bons clubs. Un coach pareil, qui a une vision européenne, qui veut produire du jeu, donc, qui correspond totalement aux joueurs, mais aussi à la mentalité du pays, qui aime bien ça, la possession, le jeu offensif. Et j'arrive à ce moment-là, je fais partie du projet, je dis top, tu vois. Je dis c'est exceptionnel parce que t'as Riyad, t'as Fegouli, t'as Brahimi, t'as Ider, Bentaleb, t'as une super génération. Et là aussi, il y a des regrets au final parce que heureusement, il y a la CAN en 2019. Mais c'est dommage parce que... Ou t'es pas là, hein, je me rappelle. Et cette génération doit jouer, doit tout le temps se qualifier pour la Coupe du Monde, doit jouer les premiers rôles aux Coupes d'Afrique et c'est ce qui nous a manqué. Parce que 2015, il y a quoi? Quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Quart de finale contre la Côte d'Ivoire. 2017, on passe pas les poules. Une période de 3 ans comme ça d'errance. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir sur l'arrivée de Gourcuff à l'époque, je me souviens. Et ce qui est dommage, c'est que, après, je sais pas si lui, il en pouvait plus, ou alors s'ils lui ont pas laissé assez de temps, ou je sais pas. Mais son départ, il nous a fait du mal. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu l'avais vu venir ou pas? Nous, en tant qu'observateurs, je me souviens que c'était un peu une surprise. On s'était peut-être dit, parce qu'à l'époque, il avait un double rôle, je sais pas si tu te souviens, il devait à la fois gérer l'équipe, mais il avait aussi le rôle un peu de DTN, de s'occuper aussi de la formation en Algérie, etc. Et puis il est parti. Est-ce que de ton côté, tu l'as senti venir? Non, on le sent pas venir. Après, nous, avec les joueurs, on va le voir. Hein. On est dans un match retour, on revient de je sais plus d'où. Et dans l'avion, avec des joueurs, on va le voir. On lui dit, coach, il faut que vous restiez. On lui dit, coach, il faut que vous restiez, il ne faut pas que vous partiez, tout ça et tout. Parce que voilà, on est en train de construire quelque chose de top, on prend du plaisir sur le terrain et tout ça et tout. Faut pas que vous partiez. Et de là, je crois, il nous dit qu'il n'en peut plus, tu vois. Parce que justement, pareil, lui, dingue de ballon et tout ça et tout, et ça lui va plus, je crois. Parce que, comme tu as dit, je crois, il lui avait promis pas mal de choses avec la DTN et tout ça, et au final, c'est pas ce qui se passe. Il se cantonne qu'à l'équipe nationale. Puis il était à Alger, je crois qu'il vivait à Alger, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Et ce qu'il nous dit, en gros, c'est que il a besoin de plus, en fait. Il nous dit, vous, là, vous rentrez, vous allez encore jouer au foot dans vos clubs et tout ça et tout. Il dit, moi, il y a ce vide-là. C'était peut-être pas un sélectionneur, en fait. Bah, je pense pas. Je pense pas. C'est un coach de club, il lui fallait quotidien. un club au quotidien. Et après ça nous a fait du mal. C'est ces années après-là qui nous ont fait du mal, où on enchaîne les coachs un peu bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces coachs-là? Donc il y a quoi? Il y a Rajevac, Alcaraz. Je crois que c'est le profil Alcaraz, le plus... pas celui qui est à Roland Garros. Hein. Ouais, il y a Rajevac, Alcaraz et Likens. Dans l'ordre, je crois que c'est Rajevac, Likens et Alcaraz. Mais Rajevac, je crois que c'est le profil le plus farfelu. Brahimi, défenseur central. C'est vrai ça, cette histoire de... Il connaissait pas le nom des joueurs, il appelait Mboli gardien de but, il y a plein de trucs qui sont sortis. Je sais pas si c'est vrai. Il faut que tu nous racontes. Faut que tu nous racontes. Il l'appelait gardien de but. Il voulait vraiment mettre Brahimi défenseur central. Ah, c'est pas une légende du coup? Non, c'est pas une légende. Pour la relance? Et on joue un match super important, qualif, Coupe du Monde, contre le Cameroun à domicile, je crois. Et l'après-midi du match, ou la veille du match, je crois, on apprend qu'il est à la plage, ou je sais pas quoi et tout, tu vois. Et ça nous avait tués aussi, nous, les joueurs. D'apprendre ça et tout, ça nous a rendu fous. Je me rappelle, fin du match, il dit ouais, ok, good, on vient de faire 1-1 pourtant. 1-1 à domicile. Mais tu fais 1-1 à domicile à ce moment-là en Afrique. Surtout dans le groupe de la mort, il y avait Nigeria, Cameroun, c'était un groupe très compliqué. Tu fais match nul à domicile en Afrique, t'es mort. Carrément. Tu perds trop de points, c'est mort. Ou Zimbabwe. Et je me rappelle, Soso Fegouli tête contre tête avec Rajevac. Ah ouais? Dans le vestiaire à la fin du match. Pourquoi? À cause d'un... Parce que t'as l'impression qu'il en avait rien à foutre. Et nous on jouait trop notre vie, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien, je trouve. Bon, c'est pas souvent le cas, mais c'est bien, surtout pour les sélections africaines, d'avoir aussi un sélectionneur local. Ok, une attache. Quand il a un discours, tout le monde a le même. Quand tu joues pour le pays, c'est différent, tu vois. Surtout pour les pays comme ça, où
t'as beaucoup d'attentes du peuple, du machin et tout, d'avoir quelqu'un de local, je trouve que c'est important. Et il nous a tués. Ou du moins qui comprend, qui fait l'effort de comprendre la culture. Je pense à Petkovic, par exemple, maintenant, tu vois, qui fait beaucoup de séjours, il va dans les wilayas. Exactement. Il fait pas mal de... Parce qu'il y a d'autres sélectionneurs qui ont tellement trop d'émotions que aussi ils n'arrivent pas à... C'est un peu la fin de Jamel Belmadi aussi, où ça avait trop pris le dessus. Exactement, il faut un juste milieu parce qu'après, quand t'es impliqué trop émotionnellement, ça peut aussi être dur de ne pas prendre du recul par rapport... Le sélectionneur du Maroc aussi, qui a eu cette période, là ça a l'air d'aller mieux. Mais c'est compliqué à gérer. Est-ce que quand t'es joueur, je le dis, on sort quand même d'un moment où l'Algérie avait fait un 8e de finale de Coupe du Monde, où Riyad Mahrez il est champion d'Angleterre avec Leicester, on se dit, il y a plus toute la pépinière qu'il y a autour, on se dit, en fait c'est bon, il y a la matière. Est-ce que les joueurs, via du coup les relais, les cadres, vous essayez d'aller dire à la fédération, non mais c'est pas possible ces coachs-là à ce moment-là. Est-ce que vous essayez de vous rebeller un petit peu parce que je pense qu'on doit être dégoûté d'avoir ce matos-là et d'être dirigé par un mec qui 2 heures avant est en train de prendre une glace à la plage, quoi. Ouais, bien sûr, parce que comme j'ai dit, nous déjà vraiment on était vraiment impliqués, tu vois. Jouer pour le pays, et tout le monde avait on sait que dans cette sélection il y a beaucoup d'implications. Et je sais qu'après les cadres à cette époque-là, il y avait Soso, Fegouli, il y avait Yassine Brahimi. Il y avait Raïs aussi Mboli, et je sais qu'ils ont bougé, quoi, tu vois. Je sais qu'ils ont été parlés, qu'ils ont montré notre mécontentement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on change régulièrement, tu vois. Je pense qu'il nous aurait fallu le mieux, c'était peut-être Hervé Renard, je crois, qui était prêt à venir, qui finalement, il y a eu beaucoup de spéculations autour de lui. À ce moment-là, au final, ça s'est pas fait, mais je pense que ça nous aurait fait du bien aussi à ce moment-là. Et après, pareil, on enchaîne. L'IKES, la CAN 2017, pourquoi elle se passe mal? C'est quoi, il y a le premier match contre la Tunisie, c'est ça? Groupe de la mort un peu. Encore Zimbabwe, le 2-2 avec le but de Mahrez à la fin, qui était un peu exceptionnel. Après, jouer en Afrique, c'est compliqué, mais... Vous n'étiez pas au meilleur endroit. Hein. Ouais, et puis... Pas le Gabon, hein, mais la ville, Franceville, qui n'était pas... On va pas chercher d'excuses non plus, mais peut-être aussi, à ce moment donné, on n'avait pas la bonne mentalité. On n'avait pas peut-être aussi la bonne mentalité, parce que c'est dur aussi, tu vois le coach qui arrive avec ses idées, c'est compliqué de suivre, tu vois. C'est quoi, vous étiez un peu lassé par le côté... pas frustré. Frustré peut-être par le côté instabilité, beaucoup de... Frustré. Pas vraiment de projet clair à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand Belmadi arrive, ça fait du bien à tout le monde, parce qu'il remet de l'ordre un petit peu. Et quand il parle, on nous réceptionne direct. Ouais, je crois que quand il arrive, il y a un vrai retour aussi à ce qui fait un peu la force de l'équipe nationale, le discours. Il rappelle aussi des joueurs, la rigueur. Il fait une vraie revue d'effectifs. On sent qu'il connaît, qu'il a suivi le championnat, qu'il suit les joueurs. Il y a un changement de fédération aussi entre les deux, qui vous a peut-être pas aidé aussi à votre époque. Et toi, l'arrivée de Jamel Belmadi, tu l'aperçois comment? Je crois que tu as joué il t'appelle au tout début, non, si je dis pas de bêtises. La première sélection, il m'appelle. Et après, ça tombe sur ton trou, c'est ça? Après, ça tombe sur la période où je suis pas légitime, tout simplement, parce que ça se passe pas très bien en club. Donc à partir de là, en plus, je suis blessé. T'es où à ce moment-là? T'es à la FIO? Je suis... Ou à Leicester encore? C'est 2018 son arrivée, donc je pense que t'es à Leicester sur la première année. Je suis à Leicester sur l'année de Brendan Rodgers, où il me fait pas jouer, où je joue pas, où j'arrive pas en fait à trouver de stabilité, tu vois. Je fais quelques bons matchs, mais c'est pas assez régulier, tu vois. J'ai pas de stabilité, j'ai pas de confiance du coach qui me permet d'enchaîner, qui me permet de machin. Donc à partir de ce moment-là, puis j'ai jamais revendiqué l'équipe nationale quand en club ça se passe pas bien, tu vois. Surtout que t'as Riyad à mon poste, qui est capitaine, qui est en feu, qui joue à City. T'as Ounas à ce moment-là qui est en prêt en Italie, je crois. T'as Ounas qui est en doublure aussi, qui est bon, tu vois. Qui, pareil, qui a du mal à trouver une stabilité, qui enchaîne les clubs, les blessures et tout ça et tout. Et je crois que c'est la saison où il part à Cagliari, je crois. Non, ça c'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard, là, il est à Naples. Il est encore à Naples. Ou je crois qu'il est prêté à Nice ou un truc comme ça, peut-être. Il y a une saison où il est prêté à Nice l'année du Covid, je m'en souviens. Je sais pas si c'est pas 2020. Mais en sélection, il avait montré de belles choses. À la CAN aussi. Il commence contre le Togo, à l'extérieur. Il a ce rôle de... pas de joker, mais de remplaçant de Riyad qui lui va super bien. Et je retrouve l'équipe nationale quand j'enchaîne à Beşiktaş. 2021. Quand je retrouve de la stabilité, quand je retrouve
la régularité. Là, pareil, il y a un peu un manque de chance, quoi. Je me rappelle de ce match contre la Zambie, si je dis pas de bêtises, où tu reviens, 2021. Tu fais une première période de fou. Je crois que tu mets une passe D. T'étais vraiment en feu. Je me dis, ah purée, enfin, il y a un moment Guézal. Juste avant la mi-temps, la cheville. Voilà, c'est ça, tu te pètes, en fait, à la sortie à la mi-temps. Où là, je pense que tous les supporters algériens se disaient, ah, il y a peut-être un moment Guézal qui va se créer, parce que t'es fort en club à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se crée en sélection à un moment où c'est un peu compliqué. Au final, après la CAN 2019, ça devient peut-être de plus en plus compliqué. Il y a la fin de série. Un petit peu aussi. C'est pas le même qu'à City, machin et tout. Il y a un peu la série d'invincibilité qui a fait un peu de mal aussi. Où, trop de pression, Et toi, tu arrives à ce moment-là, mais malheureusement, il y a la blessure qui te freine. Et puis après, je reviens pour le... Tu joues la CAN déjà. On n'est pas obligé d'en parler. On peut terminer l'émission maintenant. Vu qu'on a beaucoup parlé du Cameroun, tu joues la CAN au Cameroun déjà. La CAN où l'Algérie doit défendre son titre, est éliminé, on s'en souvient, dès les poules. Je loupe la CAN et en tête, j'ai que le barrage du mois de mars. Parce que c'est peut-être méchant ce que je vais dire et tout. Mais à ce moment-là, peut-être, je sens que la CAN au Cameroun, c'est un bourbier. Ah ouais. Et limite, je me dis, Rachid, peut-être c'est pas plus mal de pas y être. Il y a un barrage au mois de mars qui arrive. Ce sera le vent de fraîcheur du mois de mars. Faut que tu sois prêt pour ce barrage-là. Qu'est-ce qui fait que tu le sens pas Je sais pas, l'ambiance dans l'équipe à ce moment-là, peut-être c'est Covid, je crois. Là-bas en Afrique, c'est compliqué. Le Cameroun, jusqu'à un mois avant, ils disent ouais, je crois on n'est pas prêt, les terrains, les stades, les machins. Je sais que ça va être compliqué, en tout cas. Je sais que ça va être compliqué, les conditions et tout ça et tout. Je dis, écoute, prépare-toi pour le mois de mars. Et au final, c'est ce qui se passe, tu vois. J'arrive à être au mois de mars. Et moi, quand j'arrive au mois de mars, pareil, je me dis, tu joues ta Coupe du Monde. Tu joues ta qualif. Parce que si... Ok, peut-être qu'on va se qualifier. Mais après, c'est pas dit que tu vas y être, tu vois. Donc moi, quand j'y vais, je dis, faut que j'ai un impact, tu vois. Faut que j'arrive à sortir mon épingle du jeu pendant cette double confrontation pour pouvoir être légitime s'il y a qualification. Et le plan, au début, il se déroule, mais parfaitement. Parce qu'on gagne là-bas, je joue pas. Tu joues pas, Yaoundé. Mais au match retour, ça se passe mal, on joue, on va... il me fait rentrer. La délivrance, je fais une super entrée, je mets 2-3 bons ballons, je tire le corner, je fais passe D. On est qualifié, ça y est. Je dis, c'est bon, j'ai au moins fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Pour au moins être dans sa tête au coach, à se dire, écoute, je suis obligé de le prendre en tête, il a eu son importance. Tu réussis à dire ça pendant les 30 secondes où vous êtes qualifié Ouais, je me le dis. Je me dis, putain, c'est bon. J'ai juste faut pas que je me blesse maintenant. Continuer à être bon en club, et normalement, c'est bon, faut que je sois dans la liste. Et là, tu bascules. Et là, on peut finir l'émission, on n'est pas obligé d'en parler. Je l'ai dit, moi, ça, on n'est pas obligé d'aller au bout de ce traumatisme. Déjà, t'en parles, là, on veut savoir comment ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans le vestiaire, Raconte-nous un petit peu. Là, tu sais que même sur le terrain... C'est le dernier match à Blida, en plus. Quand on prend le but, on fait l'engagement. Et tu sais que dans ma tête, moi, j'y crois pas quand l'arbitre siffle, tu vois. Parce que dans ma tête, je dis, non, mais il y a des prolongations, là, de toute façon. Tu vois ou pas? Tu dis, déjà pareil, il n'y a qu'en Afrique où la règle du but de l'extérieur, elle comptait double, elle était toujours d'actualité. En Europe, c'était passé, ils l'avaient enlevé. Donc en Afrique, elle existait toujours. Et tu dis, mais c'est pas possible. Et tu les vois célébrer tout, tu te dis, mais non. Mais cette journée-là, ce match-là, il était très spécial. Il y a une tension en Algérie. Moi, j'étais dans le stade ce jour-là. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait le ciel qui était complètement rouge toute l'après-midi parce qu'il y avait le sable du Sahara qui avait couvert le ciel. C'était apocalyptique. Les supporters qui étaient là depuis 8h du matin, il y avait une tension incroyable. Vous, quand vous rentrez dans la pelouse, nous, on vous voit un peu à l'échauffement. Peut-être, il y a un truc qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est à l'échauffement, il n'y a pas un joueur qui met les frappes en fait sur les exercices de tir. Vous sentiez comment déjà à l'entame du match? Est-ce qu'il y avait de la tension, de la pression? Est-ce que tu as senti les cadres relâchés? Belmadi qui jouait gros. Comment ça s'est passé? Franchement, non. Peut-être, j'ai même pas envie de dire excès de confiance, mais non, pour nous, on était... à ce moment-là, on est dans la meilleure position possible. On vient de gagner au Cameroun. On n'avait jamais gagné au Cameroun. Et puis, donc, alors on vous gagne venez là-bas. de faire une CAN catastrophique sur après, place. Donc, j'ai pas envie de dire relâchement, mais limite, tu vois. Parce qu'on avait préparé ça comme une opération commando. On était parti se préparer en Guinée équatoriale, je crois. Avant d'aller au Cameroun et tout ça et tout.
Donc on était vraiment parti en mission, tu vois. Ah, donc pas de tension extrême, pas non, de vraiment non. Et peut-être même un relâchement limite. Ouais. Peut-être, au final, je sais pas, tu vois. Peut-être instinctivement, on s'est relâché, surtout après le but. Quand tu marques, là, après, quand Touba marque, tu te dis, ah ça y est, là, il peut plus rien nous arriver, tu vois. Et au final, tu peux pas revenir en arrière. Tu te dis, mais pourquoi? Peut-être on a célébré comme ça, on n'aurait pas dû, peut-être si, Mais le après dans le vestiaire, mais c'était... Silence. Oh. Non, il y en a, ils pleuraient. Il y en a, ils étaient au téléphone, ils apprenaient que des anciens, ils venaient de décéder. Genre crise cardiaque et tout, mais pour de vrai. Hein. Ils disent, ouais, regarde, lui, bah voilà, sa grand-mère, son grand-père, il vient de mourir et tout ça. Mais un truc de fou. Et là, t'es... J'ai vu des policiers pleurer à la sortie du stade. Ouais, mais tout le long, là, des policiers qui, en larmes... Plus grosse déception de ma carrière et de loin. Et entre vous, vous dites quoi? Tu parles pas là, il n'y a pas de discours. Après longtemps après, dans la nuit parole, et tout, si, t'essayes. Tu te remémores, tu te refais le film et tout ça et tout, mais là, t'as personne qui parle, genre l'équipe en train de dire, ouais, les gars, non. Le coach? Même pas. Là, le coach, il était il était dévasté. Même pas. Dévasté, ouais. Même pas. Et tu te refais le film après, entre chacun dans sa chambre, 3 là-bas, 4 là-bas. Ouais, pourquoi lui fait ci, pourquoi... Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Surtout que cette Coupe du Monde au Qatar, elle était spéciale pour tout le monde, quoi, avec les liens qu'il y avait entre le coach, le pays, tous les joueurs qui y jouent. La Coupe du Monde dans un pays arabe. Le coach aussi, je pense que c'était une pression aussi supplémentaire pour lui parce qu'il a un rapport aussi privilégié avec le Qatar et tout ça et tout. Donc peut-être qu'il avait aussi cette pression-là en plus pour lui, tout ça et tout. Donc la manquer, ça a été encore plus dur, je pense, aussi pour lui et tout. Donc ça a été très compliqué. À ce moment-là, tu n'as plus d'échéance jusqu'en janvier 2024 à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous sentez que c'est la fin de la génération Belmadi, de la CAN 2019, des espoirs qu'on a pu avoir 10 ans avant avec la Coupe du Monde? Il y a encore la CAN après derrière où tu termines 4e avec la même génération quand même. Ouais. Après cette élimination-là, la Coupe du Monde, tu sens qu'il y a une cassure. Ouais. Tu sens qu'il y a une cassure. Et même nous, les joueurs et tout, on se dit... Je pense pas. On se dit pas que le coach, il va rester. Tu vois. Psychologiquement, c'est même lui, trop dur. tu te dis, ouais, il a laissé trop d'énergie. Tu sens qu'il est comme nous, encore pire, tu vois, parce que lui, il avait que ça. Nous, on avait nos clubs. Tu te dis, il est à bout de force, tu vois. On l'a senti très seul. Tu sais, il y avait aussi le changement de fédération. On a senti qu'il avait une forme de solitude aussi. Bien sûr. Et tu dis, ça va être compliqué de repartir, tu sais, avec les mêmes joueurs, avec le même coach. Au final, il reste, tu vois. Il reste. Et le premier rassemblement, après, justement, le mois de mars, l'été, là, il fait exprès de rappeler plus ou moins les mêmes que le mois de mars, tu vois. Pas tous, mais une grande partie, et on en parle, tu vois. Et il nous dit franchement, j'ai longuement réfléchi à continuer ou pas. Il a dit, mais je peux pas arrêter comme ça, en gros, tu vois. Et c'est pour ça qu'il continue. Il trouve la force, et je sais pas comment, je sais pas d'où, pour rester en sélection. Et tu le suis quand t'es le joueur, l'aura qu'a eu Belmadi avec sa CAN 2019, est-ce qu'après les échecs, notamment de cette année 2022, d'abord la CAN et après le barrage, est-ce que ça, encore une fois, ça casse quelque chose? Est-ce que même toi, en tant que joueur, tu te dis faut peut-être tourner une page et écrire une nouvelle histoire? La discussion, la question, tu te la poses forcément, mais après, si c'est pour... quand tu perds quelque chose, tu sais jamais vraiment ce que tu récupères, ce que tu obtiens par la suite. Et tu te dis, putain, après une désillusion comme ça, ok, on a une désillusion, mais l'ambiance, elle est là quand même, le groupe, il y est, peut-être que, voilà, il y a matière quand même, tu vois, il y a quelque chose. Et tu te dis, mais après, si tu repars dans des années comme il y a 3 ans. Et machin, tout ça et tout, là, tu t'enterres, quoi. Donc au final, tu te dis, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas continuer. Toi, ça coïncide en plus au moment où, ce que tu nous racontais avec Sistas il y a quelques instants, c'est le bordel aussi en Turquie pour toi. Donc en fait, à ce moment-là, donc on est en 2022-2023. Toi, comment tu la vois cette période dans ta carrière, en te disant, est-ce que tu as quasiment 30 ans à ce moment-là, même un peu plus? Est-ce que tu te dis, est-ce que ça y est, j'arrive vers la fin?
Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis non, par contre, on va pas lâcher, il reste encore du temps et je veux pas laisser tomber ni le club ni la sélection. Moi, à ce moment-là, je me dis pas j'arrête la sélection. Même aujourd'hui, je me dis pas que j'arrête la sélection, tu vois. Parce que j'ai toujours pris la sélection comme quelque chose de vraiment très, très important, tu vois. Et de me dire, le jour où tu arrêtes la sélection, c'est juste que tu n'es plus assez bon pour être appelé, tu vois. Mais de toi-même, tu peux pas dire j'arrête la sélection, mais je continue à être performant en club ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est compliqué, tu vois. En plus, j'ai jamais eu, on va dire, un rôle majeur en sélection. J'ai toujours été plus ou moins, on va dire, dans l'ombre de Riyad, parce qu'on joue le même poste et tout ça, que c'est le capitaine, et que c'est le meilleur joueur. Donc, je peux pas me dire j'arrête la sélection, tu vois. Même aujourd'hui, si demain j'ai un projet en club qui me permet d'enchaîner, d'être compétitif dans un championnat qui est raisonnable, j'aspire à être sélectionnable. Et aujourd'hui, tu te dis, tu l'as pas fini cette histoire avec l'Algérie? Ouais, bien sûr. T'as envie, t'as encore la dalle bien sûr. De retrouver un projet cohérent à la fin de la saison. Enfin, là, actuellement, pour repartir avec cette envie d'intégrer ce groupe? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis libre, j'ai 33 ans. Je sais qu'il y a des compétitions majeures qui arrivent avec la sélection. Aujourd'hui, dans le foot, ça va. Je veux dire, aujourd'hui, je dis ça, je vais peut-être passer pour un fou. 6 mois après, on attend que je re-signe dans un club compétitif, que ce soit en Europe ou même en Turquie ou en Ligue 1 ou je sais pas quoi. Tu joues, t'es bon, ils t'appellent. Donc bien sûr. Aujourd'hui, c'est peut-être présomptueux de dire non, moi je vais jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie en. Mais dans ta tête, tu te lèves avec cette envie-là. Ouais. Après, chaque chose en son temps, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis libre. La priorité, c'est de trouver quelque chose. Trouver un bon club, un bon projet, tout ça et tout. Être bon. Et après, postuler. Et la Coupe du Monde rentre dans ta réflexion pour l'an prochain? Dans le club que tu vas choisir? Bien sûr. Forcément, il y a une CAN aussi au Maroc. Il y a une Coupe du Monde. Donc, c'est. Si tu signes, je veux dire, au Qatar ou en Arabie Saoudite ou si tu signes en Ligue 1, tu sais que voilà, ça peut jouer sur le côté. Ou pas. Et aujourd'hui, ton choix, il est conditionné par ça, par cette envie, ton choix de nouveau club? C'est compliqué parce que d'un côté, tu as 33 ans. Tu as un dernier gros contrat à aller chercher financier. Tu as peut-être l'aspect financier qui entre en jeu, forcément. Tu as la réflexion. Et tu as aussi le challenge, comme je dis, on aime le foot avant tout. Pour le foot. Donc la réflexion va se poser en fonction aussi de ce qui se présentera, on verra. Si demain on te dit de faire des sacrifices financiers pour retrouver un club, je te donne un exemple, mais 8-12 en Ligue 1, mais qui va te donner une visibilité pour aller chercher une sélection en Algérie, est-ce que tu serais prêt à faire ça? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Puis c'est une discussion qu'on a déjà eue, franchement, avec des personnes, des clubs de Ligue 1. Mais ouais, bien sûr. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Ce petit silence de fin montre un peu tout l'intérêt qu'on a eu. Juste, voilà, toi aujourd'hui, pour terminer, t'es content quand même de ta carrière, de ce que tu as pu faire. Il y a forcément toujours des regrets et ça, c'est la vie. Mais est-ce que globalement, toi, tu étais fier de ce que tu as fait? Ouais, je suis fier parce que quand tu regardes le CV, il y a des clubs quand même importants. Lyon, la Fiorentina, Leicester, c'est comme des top clubs dans leur championnat. Mais tu as toujours le petit côté éternel insatisfait où tu te dis j'aurais dû faire mieux. Mais au final, il n'y a pas énormément de regrets à voir. C'est avant tout voilà, ma carrière, mon histoire, j'en suis fier. Je me suis quand même donné les moyens de réussir. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Bon, on te souhaite un visa pour les États-Unis en juin prochain, alors. Ça sera pas mal. Ouais. Ou peut-être avant, si tu veux signer un MLS. On te souhaite surtout une très belle fin de carrière, comme tu as envie de la faire. C'est gentil. Merci beaucoup, Rachid, en tout cas, d'avoir été pour ta disponibilité dans le Club des 5. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve donc l'année prochaine. On ne sait pas encore où,
mais on va suivre ça de très près. Et encore une fois, on te souhaite le meilleur pour les échéances à venir. Merci à tous les deux, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Walid Acharchour, Bilal Achourtani, bien sûr, toujours au rendez-vous. Merci à Fares Hachem qui réalise, comme toujours, et prépare cette émission. Vous retrouvez le Club des 5, bien sûr, sur YouTube, en podcast également. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il y aura pas mal, je pense, de petites séquences de Rachid qui vont tourner sur les prochaines semaines. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur notre chaîne. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.